Bonjour, ici Isabelle Morin, nutritionniste, et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 610 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en fait de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 21. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Isabelle Morin. Salut Isabelle. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, merci. Hey, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, Isabelle, tu es nutritionniste, notamment pour à ton compte, pour la Clinique du coureur, pour PCN. Donc, on aura l'occasion de jaser de nutrition. Je l'avais fait à l'épisode 8 avec Lauriane Roberge du coureur nordique pour parler d'espadrilles. Je l'ai fait avec Maxime Simard de On pour parler encore d'espadrilles. Fait que j'aime ça des fois sortir de mes discussions, juste raconte-moi ta vie et tes histoires de trail pour jaser d'un sujet plus précis. Mais en même temps, tu es une coureuse qui a beaucoup d'expérience. Tu as couru en cross-country, en route, en piste pour l'Université Laval. Fait qu'on pourra jaser de ça également. Mais avoir les questions que j'ai eues quand j'ai dit que quand je recevais une nutritionniste à l'émission, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Je pense que les gens s'en rendent compte, peu importe la distance, le type de sport d'endurance, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est vital pour avoir du succès. Peu importe si le succès, c'est de gagner des courses ou simplement se rendre au bout d'une course. Mais je pense que c'est un sujet que les gens connaissent moins. Puis c'est bien de faire appel à des professionnels. Puis c'est ça aussi que je veux faire aujourd'hui avec toi, c'est de mettre en lumière que des fois, ça peut valoir la peine. Puis je pense qu'on va avoir plein de réponses pour les gens. Oui, puis de plus en plus, les gens commencent à s'intéresser à la nutrition pour la performance, puis pas juste pour la performance élite, mais aussi juste pour optimiser, on va dire, le plaisir de réaliser son sport ou de s'entraîner dans son sport. Puis il y a vraiment une différence quand on commence à s'intéresser à la nutrition, à juste des petites stratégies de base qu'on peut mettre et qui vont faire une différence dans la manière dont on va s'entraîner, dans le résultat qu'on va retirer aussi de son entraînement. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, là, ça va être une capsule bien intéressante. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est bon pour n'importe quel type de distance aussi. Tu sais, je parle beaucoup ici de trail ou d'ultramarathon parce que c'est le branding du balado, mais j'essaie aussi de sortir de ces sentiers battus-là puis de recevoir des gens de plein d'horizons. Puis en même temps, je pense que la nutrition, c'est le nerf de la guerre dans tous les types de sports, dans tous les types de courses, que tu fasses du 5 km full speed. Si la nutrition n'est pas là, moi, je le vois dans les sessions d'intervalle à haute intensité. La nutrition est beaucoup plus sensible, je trouve, quand tu es à côté dans ta zone la plus intense versus une sortie longue où tu es capable de maintenir ton pace avec un point puis faire passer ça. Donc, je pense que pour tous les types de coureurs, coureuses, c'est une émission qui va être super intéressante. Effectivement. Puis, moi, je dis souvent à mes clients, mais les aliments que tu consommes, c'est un petit peu comme l'essence que tu mets dans ta voiture. Donc, c'est sûr que peu importe la distance que tu veux faire, tu as besoin de carburant pour la réaliser, puis il faut être capable de mettre le bon carburant dans son corps pour réaliser ce qu'on veut faire. Donc, qu'on soit sur du 5-10 km sur route ou qu'on soit sur de l'ultra, du 100, du 160 km en trail, ben, la nutrition, c'est quelque chose à considérer. Ben, c'est ça, exactement. Puis, moi, comme coureur, à chaque off-season, j'essaie de me mettre un petit objectif, quelque chose à tenter d'améliorer dans ma course, dans ma pratique du sport, travailler sur des points faibles. J'en parlais avec Anne Champagne. C'est toujours une bonne occasion, je pense, les off-season pour travailler sur ces points faibles-là. Tu veux pas juste marteler tes points faibles quand tu es à 3 semaines d'une course, mais l'off-season, c'est une bonne période pour ça. Puis j'avais décidé cette année, moi, de mon côté, que c'était la nutrition, cet aspect-là, que j'allais améliorer.
Je suis quelqu'un qui est super méthodique dans ma pratique du sport. Tu sais, j'ai jamais eu de gros blow-out qui souvent sont une question de nutrition. Quand c'est pas une blessure, souvent quand les gens explosent pendant une course, c'est la digestion. J'ai jamais eu à vivre ça, mais je me suis dit, est-ce que je suis obligé de le vivre pour après ça m'éduquer sur la nutrition puis changer mes pratiques ou du moins savoir ce que je fais parce que je le disais, je suis très méthodique dans mon entraînement, dans ma préparation à une course, logistique et tout ça. La nutrition, c'est l'aspect que je suis un peu poche. Je le dis comme ça. Puis je pense que j'ai le goût d'utiliser mon manque d'expérience et mon manque de connaissances là-dedans pour au profit du balado puis au profit des gens qui écoutent pour justement creuser. Puis je me dis, ceux qui pensent qu'ils connaissent vraiment bien ça, la nutrition, ben parfait, écoutez l'épisode, peut-être ça va confirmer ce que vous savez déjà. Les gens comme moi qui savent que c'est une lacune dans leur pratique du sport, ben je poserai les questions niaiseuses qu'on n'ose pas poser parce que on a peur des fois de se faire juger. Là, on fait un épisode là-dessus, puis j'assume pleinement le fait que j'y connais rien. Puis j'en profite. Il y en a pas des questions niaiseuses. OK, bon, ça part bien. C'est vraiment là. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que je t'ai d'abord approché pour moi, puis au fil du temps, je me suis dit, ben, faisons un épisode là-dessus. Donc, on a travaillé ensemble sur la nutrition au quotidien à l'entraînement. Puis, quand on jasait, je me suis dit à un moment donné, hey, parlons pas du race day ou de la semaine avant course et tout ça. Faisons ça live pendant l'épisode. Fait que ça nous permettra d'avoir une certaine authenticité là-dedans. On n'était pas encore rendu là dans nos discussions, dans mes consultations avec toi. Fait que je me suis dit, ben, faisons ça en ondes pour les gens. Exact. Ben oui, puis tout le monde va pouvoir en bénéficier. Puis, comme tu dis, de prendre peut-être conscience de ces lacunes-là dans notre off-season pour commencer à le travailler pendant notre période de repos, mais aussi dès le début de notre saison, parce que la nutrition, c'est pas quelque chose qu'on peut travailler 1 ou 2 semaines avant sa course. Des fois, j'ai des clients qui m'arrivent, qui me disent, j'ai une course dans 2 semaines, est-ce que je peux avoir un plan de course? Il est un petit peu tard pour commencer à y penser. On peut essayer de sauver les meubles, mais l'idéal, c'est de commencer vraiment en amont, d'avoir du temps pour faire des tests à l'entraînement, pour vraiment bien planifier les choses. Puis, comme tu dis, de commencer cette réflexion-là en début de saison. Comme là, présentement, pour plusieurs personnes, ben, janvier, c'est un début de saison. On se fixe des objectifs pour l'année. C'est un bon moment aussi pour dire, bon, ben, à quelle période je devrais commencer à vraiment focuser un petit peu plus sur ma nutrition en course dans le but d'avoir un bon plan de match le jour important. Puis même chose, ben, par rapport à mes entraînements, comment je peux venir travailler au quotidien pour aller optimiser mon alimentation. Parce que tu le disais tantôt aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très méthodiques dans leur planification d'entraînement, qui prennent ça très au sérieux. Puis au niveau nutrition, ben, qui regardent un petit peu moins ça. L'objectif n'est pas de se mettre à compter des calories ou tout calculer. Je le dis souvent, l'alimentation, c'est pas des mathématiques non plus. Mais juste d'être conscient de certains aspects, de certaines choses, ça va quand même aider à optimiser l'entraînement, à venir faire en sorte qu'on est capable de tirer le meilleur de tout l'effort qu'on met aussi dans notre préparation physique. Donc, c'est des choses qu'on veut aussi là quand même prendre en compte. Exact. Puis je vais vouloir aussi qu'on démystifie des petites choses parce que on entend plein de choses, puis c'est bien correct. Je veux dire, les gens en parlent, puis moi, c'est un sujet que j'ai souvent avec des coureurs, des amis. Ben là, cette année, on court pas beaucoup en groupe, mais c'est des discussions qu'on a entre coureurs, entre coureuses, je pense. Puis il y a des préconceptions, des choses qu'on pense, des choses qu'on entend. Puis je me dis, ben t'as le background, t'as l'expérience, t'as les connaissances pour venir confirmer ou justement démystifier certaines de ces choses-là, fait que ça serait intéressant. Puis après ça, ben cet épisode-là deviendra une petite bible de la nutrition, puis il sera parfait pour ressortir à un moment ou à un autre quand même. Il me semble on avait dit quelque chose à ce sujet-là. Ah, je vais aller le réécouter parce que il y avait de quoi d'intéressant. Puis je le disais à la blague quand je parlais de l'épisode 20 avec Hélène Dumais, qui est une aventurière super inspirante. Je disais en blague aux gens, prenez un papier et un crayon quand vous l'écoutez parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup à se feeder, à se nourrir de ces connaissances-là et ces expériences-là. Mais là, je pense que épisode 20, 21, c'est la même chose. Ça va être prenez un papier et un crayon. Il y a de quoi de vraiment intéressant là-dedans. Puis moi, j'avais l'habitude dans nos rencontres je te disais, là, je t'écoute, mais je suis en train de prendre des notes parce que tout ce que tu me dis, c'est super intéressant. Puis c'est comme toute la nouvelle information. Fait que je vais profiter de ma naïveté sur ce sujet-là pour en faire bénéficier aux gens. Donc, mais oui, c'est ça. Puis prenez des notes, des choses qui vous interpellent un petit peu plus personnellement. Puis après ça, ben, c'est possible d'aller creuser aussi un petit peu plus loin en cherchant ou avec une consultation pour avoir des choses plus personnalisées parce qu'aujourd'hui, on va quand même rester dans le général qui s'applique à tous. Mais je pense que ça va valoir la peine puis ça va rester un bel épisode là, qui va pouvoir être une référence pour beaucoup de coureurs.
Ben oui, exactement. Moi, dans mes épisodes, j'ai toujours l'habitude d'accompagner mes entrevues avec un breuvage souvent alcoolisé, des fois caféiné quand l'entrevue est le matin. Là, je me suis dit, ben là, ça serait vraiment embêtant de parler de saines habitudes de vie puis de boire une IPA à 9%. Fait que je suis allé dans le très sain. On est lundi soir, ça reste que c'est le début de la semaine. J'ai une bière sans alcool de la microbrasserie sans alcool de Montréal, BSA. Donc, une IPA douce à 0% d'alcool. Fait que ça va être ça pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu Cheers. vois de ton côté? Moi, j'étais un petit peu plate. J'ai juste un verre d'eau. J'avais pas grand-chose chez moi. J'avais soit du gin, soit de l'eau. Mais pour un lundi, j'ai opté pour le verre d'eau. Voilà, on a été conséquent avec le thème de l'épisode. Puis je voudrais revenir tantôt en fin d'épisode parce que il y a de quoi qui est vraiment important, qui est la bière d'après-course. Je pense que c'est quand même assez connu dans le monde du trail que tu accompagnes une ligne d'arrivée d'une bière, même plus qu'une médaille. Fait que là, je vais vouloir qu'on en parle, savoir si c'est une bonne chose pour la récupération post-course. Mais là, c'est le sujet pour la fin de l'épisode. Commençons par le commencement. Isabelle, parle-moi de toi, de ton parcours, autant sportif que professionnel. Je le disais en ouverture, tu as couru pour l'Université Laval, tu as un parcours de coureuse aussi. Donc, avant de parler de nutrition, parlons de toi. Oui, ben moi, la course, ça l'a toujours fait partie de moi. J'ai commencé à courir un premier cross-country en 4e année, il y a 9 ans. J'ai commencé à m'entraîner dans un club de course en secondaire 2. Donc, j'avais à peu près 14 ans. Puis après ça, ben, j'ai jamais arrêté, là, secondaire. J'ai fait les Jeux du Québec, championnats provinciaux, scolaires. Après ça, bon, cégep, université. À l'université, je suis rentrée avec le Rouge et Or, donc athlétisme, cross-country. J'étais plus une coureuse de 1500 mètres, 3000 mètres là, sur la piste. C'était les distances les plus longues là, en athlétisme en salle. Puis en terminant l'université, moi là, je me suis plus recyclée en coureuse sur route, donc plus du 5, du 10 km. Puis, à partir là, de l'hiver dernier, j'ai découvert la raquette, la course de raquette. Donc, j'en ai fait beaucoup l'hiver passé. Puis, ça m'a amené à faire un peu plus de trail aussi cet été. Là, il n'y avait pas de course, rien du tout. Donc, je me suis amusée dans le bois un peu toute l'année. Donc, je prévois aussi continuer comme ça pour 2021. Je suppose que tu côtoyais les gens de la clinique du coureur qui sont là pour la prévention des blessures en course à pied, mais qui ont une tangente plus trail, tu sais, Blaise et toute la gang d'Emmanuel. C'est des gens qui performent partout, je pense, mais il y a un petit côté très trail dans la clinique du coureur. Fait que je suppose qu'à force de les côtoyer, l'appel des sentiers se fait. Oui, ben il y a ça aussi. Là, c'est sûr que la trail puis la trail de la clinique du coureur, c'est un super événement où j'ai été bénévole à plusieurs reprises. Je l'ai fait aussi une année, le 10 km. Donc ça aussi, à un moment donné, ça vient peut-être là, nous chercher un petit peu. Fait que c'était pour faire peut-être différent cette année avec la pandémie, avec le fait que toutes les compétitions étaient annulées. Ça m'a amené à essayer d'autres choses, puis finalement, je l'ai pas regretté. C'est rare que les gens essayent le trail puis que j'aime pas tant ça. D'habitude, c'est le contraire. Je suis une fille qui aime beaucoup le bois, la nature, la randonnée pédestre. Fait que c'est venu rejoindre un peu tous ces aspects-là de moi aussi là, en même temps. Puis sortir un peu de la piste, de la course sur route, ça a fait de changement, ça a fait du bien aussi. Non, ben, c'est intéressant. Tu es la première coureuse d'athlétisme que je reçois ici au Balado. Donc, ça a pris 21 épisodes, mais voilà, c'est fait. Voilà. Mais c'est ça, l'athlétisme, là, c'est, disons, mon passé universitaire. Maintenant, je touche plus beaucoup là, à ça. C'est vraiment plus course sur route. Ah, c'est cool. Puis la nutrition dans tout ça? Oui, mais je pense que c'est un peu mon intérêt pour le sport puis la course à pied qui m'a amené vers ça. J'ai toujours été quelqu'un pour qui, bon, la santé, les habitudes de vie, c'est important. J'ai toujours vraiment aimé cuisiner aussi. Donc, au cégep, quand je regardais un petit peu qu'est-ce que j'allais faire plus tard, ben ces intérêts-là se sont un petit peu présentés à moi. Puis je me suis dit, ben, la nutrition, c'est un moyen de toucher justement l'alimentation, ce qui était mon intérêt par la cuisine, puis de continuer à aller à l'école parce que j'aimais beaucoup l'école. Donc, je me suis un petit peu orientée là, dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait mon bac, puis ma maîtrise à l'Université Laval en nutrition. Ma maîtrise qui était plus sur les comportements alimentaires en lien avec la gestion du poids. Puis après ça, ben, je me suis joint justement avec Blaise Dubois là, à la clinique du coureur, donc plus aussi à titre de conférencière pour différents cours. Puis j'ai commencé à travailler chez PCN La Capitale avec une clientèle un petit peu plus sportive. Donc ça m'a amené à faire le diplôme en nutrition sportive avec le Comité international olympique. Donc c'est une formation de 2 ans en nutrition sportive, vraiment ciblée donc sur tous les types de sports.
puis par moi-même aussi à me mettre à faire là, beaucoup plus de recherche dans la littérature sur les sports d'endurance parce que c'est un petit peu plus ça là, qui vient me chercher comme intérêt personnel. Donc, j'ai vraiment développé une clientèle qui est dans ce milieu-là. Donc, autant des coureurs que des cyclistes, des triathlètes, là, ça tourne beaucoup autour de ça. Beaucoup des jeunes aussi dans les sports-études, des athlètes de différents niveaux, là, vraiment au niveau récréatif que très, très compétitif. Donc, c'est un petit peu comme ça que tout est venu là s'enchaîner. À travers ça, j'ai eu aussi l'opportunité de donner des cours à l'université aux étudiants en kinésiologie, en éducation physique, plus en nutrition sportive aussi. C'est un beau background. Fait que ceux qui voulaient être sûrs que je vais écouter cet épisode-là, je vais savoir les vraies affaires. Là, je veux dire, ton background, ton expérience scolaire nous prouve que tu es la bonne personne à écouter. Puis, ça va être il y a l'expérience concrète parce que j'en fais aussi de la course. Puis, j'ai l'expérience terrain, mais il y a aussi le côté académique qui est là pour appuyer. Là. C'est une belle combinaison pour pouvoir conseiller des athlètes. Puis, comme tu dis, c'est ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est pas que des athlètes élites, compétitifs, olympiques que tu côtoies, c'est vraiment de tout. Puis au final, la nutrition, c'est bon, c'est la même chose pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, les dépenses caloriques, l'intensité est différente d'un athlète à l'autre, mais ça, je suppose que c'est la même chose deux athlètes amateurs ou deux athlètes olympiques ont pas le même poids, ont pas la même intensité d'entraînement, ont pas la même consommation de calories. Fait que tout le monde est différent, mais en même temps, la nutrition, c'est la nutrition, puis ça s'applique à n'importe qui. Exact. Donc, il y a des lignes directrices, il y a des principes qui restent les mêmes pour tout le monde, mais après ça, de quelle façon on va les appliquer au quotidien? Là, chaque personne a ses particularités physiques, physiologiques, puis aussi ses préférences à prendre en compte. Donc, mon travail aussi avec les gens, c'est de voir comment on peut amalgamer tout ça dans ton quotidien, dans ta réalité, dans ta pratique sportive, avec tes objectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire côté nutrition pour tirer le meilleur là, de tout ça au final. Cool, merci pour la présentation. C'est très complet, puis on sait qu'on est entre bonnes mains pour jaser de nutrition. J'ai pas l'habitude de scripter les entrevues, de préparer des grands scénarios, mais là, j'essayais de me dire, faut que je sois un petit peu plus organisé qu'à l'habitude, parce que là, c'est pas, on a des sujets à couvrir, puis je pense que les gens, j'ai tellement eu des belles questions que les gens m'ont posées, que je me dis, faut couvrir ces choses-là, puis il faut organiser un peu les choses. Fait que j'ai séparé la discussion entrevue en deux parties. Donc, la partie nutrition au quotidien, donc à l'entraînement et tout ça. Puis après ça, on pourra parler plus de l'aspect race day, la semaine avant une course, le jour de la course, la récupération. Mais je pense que les athlètes qui font le plus de courses font quoi? Une dizaine d'événements dans une année. Après ça, il y a tout le quotidien au jour le jour qui est quasiment plus important parce je veux dire, oui, on veut être prêt pour la course en mangeant la bonne chose la veille ou l'avant-veille, mais on veut aussi être prêt pour la course parce qu'on mange au quotidien la bonne chose, on récupère des entraînements. Puis je le disais tantôt, moi, c'est là que j'ai appris le plus, on dirait, en jasant avec toi dans mes consultations parce que je me rendais compte que je pensais que je mangeais bien, je mange bien, mais des fois, c'est juste de venir bonifier. Hey, ton déjeuner, il manque un peu de protéines parce que tu cours 90 kilos par semaine, il y a ça à aller compléter. Fait que c'est ça qui devient intéressant. Si on commence par la base, c'est quoi les règles de base pour quelqu'un qui s'entraîne pour des ultras, pour des sports d'endurance? Donc, oui, de l'intensité, mais surtout beaucoup de volume. Qu'est-ce qu'il faut regarder côté alimentation au quotidien? Dans l'alimentation, donc, on va souvent parler des 3 grands nutriments qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les glucides vont représenter vraiment le carburant numéro 1 de l'organisme pour l'effort. Donc, dès que je demande à mon corps, à mes muscles de réaliser un effort physique, les glucides vont être un carburant là, de prédilection. Et donc, à mesure que mon volume d'entraînement va augmenter, je vais vouloir aussi augmenter mon apport en glucides dans l'alimentation. Donc, quelqu'un qui est en off-season, par exemple, son apport en glucides devra être beaucoup plus bas. Et à mesure que mon volume va augmenter, là, je vais vouloir venir aussi faire augmenter cet apport en glucides-là jusqu'à un apport qui est aussi pendant l'effort lorsque les séances d'entraînement vont s'allonger. Parce que c'est sûr que quand on parle d'ultra, il y a un apport nutritionnel à venir faire aussi pendant certaines séances d'entraînement là, qui vont être de longue durée. On pourra en reparler tout à l'heure aussi là, pour bien planifier le jour de la compétition. Mais au quotidien, donc ce que je veux, c'est vraiment m'assurer de combler le besoin énergétique qui va en augmentant à mesure que mon volume d'entraînement augmente.
et de m'assurer aussi d'avoir un apport en protéines qui va être bien réparti dans la journée. Ça, c'est une erreur que je vois souvent chez beaucoup de gens où, globalement, l'apport en protéines est suffisant pour la journée, mais il est souvent mal réparti. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de manger au soir un repas avec, par exemple, du poulet ou une pièce de viande, puis d'accompagner avec des pommes de terre, un petit peu de riz, quelques légumes, mais d'avoir un déjeuner ou un dîner où l'apport en protéines est beaucoup plus faible. Donc, c'est de revoir un petit peu la répartition pour bien balancer nos apports en protéines tout au long de la journée pour être capable de tirer un profit maximal de cet apport-là, puis d'avoir aussi une récupération après l'effort qui va être optimisée, surtout quand on parle d'entraînement plus long. Donc, c'est sûr que si on va courir un 30 minutes basse intensité, la récupération nutritionnelle après l'effort, c'est pas nécessairement notre priorité, mais quand on commence à parler de séances d'entraînement de plus en plus longues ou avec des séances d'intervalle, c'est sûr que ce qu'on va faire dans les 30 à 60 minutes qui vont suivre la fin de la séance d'entraînement va nous permettre d'optimiser aussi notre récupération plus rapidement. Si on est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, ben on veut avoir une récupération qui est optimale après chaque séance pour se présenter le lendemain à notre prochaine séance en ayant récupéré de la séance précédente. Donc, de s'assurer d'avoir un apport en glucides et en protéines là, qui va être suffisant dans un court laps de temps après la séance. Donc, les glucides, ça nous permet de refaire nos réserves de glycogène. Le glycogène qui est dans les réserves de glucides qu'on a emmagasinées dans les muscles. Et l'apport en protéines qui va nous permettre, lui, de refaire les fibres musculaires qui ont été endommagées. Donc, pendant l'entraînement, c'est pas juste bénéfique là, pour les séances d'entraînement en musculation quand on veut gagner de la masse musculaire, l'apport en protéines en récupération, mais c'est aussi bénéfique pour le coureur d'endurance qui va aussi amener là, des micro-déchirures au niveau musculaire. Puis on veut là, s'assurer que l'apport en protéines vienne aider là, à refaire ces fibres-là qui ont été endommagées. Okay. Puis tantôt, tu parlais de la récupération. Après, on entend souvent parler le 30 minutes après l'effort est comme le moment clé. C'est là qu'il y a le nerf de la guerre pour la récupération. Donc, je comprends qu'un des bons conseils qu'il faut se faire, c'est dès qu'on a terminé une séance d'entraînement, dans le 30 minutes qui suit, faut consommer quelque chose rapidement. Donc, le 30 à 60 minutes, mais oui, là, la plage de 30 minutes, elle est vraiment reconnue comme étant une espèce de petite fenêtre métabolique où le corps est encore là peut-être un petit peu plus actif. Donc, quand on va lui apporter un apport nutritionnel, il va être apte à le recevoir puis rapidement à l'utiliser. Donc, c'est pas nécessairement pour n'importe quelle séance d'entraînement que je fais, comme je disais tout à l'heure. Puis je vais juste faire un petit 30-40 minutes jog à basse intensité. J'ai pas besoin là, de ma collation de récupération impérativement dès que j'arrive. À moins que j'ai vraiment faim, là, c'est correct. Mais sinon, je suis pas obligée de me forcer à manger après 30 minutes là, à basse intensité. Mais si je fais une grosse sortie, un entraînement par intervalle, quelque chose de plus volumineux comme entraînement, ben oui, là, ça va valoir la peine d'aller chercher la fameuse collation de récupération. Ou des fois, c'est de planifier son entraînement pour revenir d'entraînement puis avoir un repas aussi. Parce que le repas va remplacer là, la collation de récupération, va être complet en soi. Donc, si je m'entraîne sur l'heure du dîner, je finis, puis là, je prends mon dîner, ou si je m'entraîne juste avant le souper, ça peut être aussi là, un bon moyen de venir combler. Puis, des fois, pour les gens qui cherchent aussi à avoir une petite gestion de poids, perdre quelques livres, de planifier l'entraînement comme ça, mais ça nous permet de ne pas ajouter un apport calorique supplémentaire dans la journée. Puis, dans cette fenêtre-là de 30 à 60 minutes pour la récupération, est-ce qu'il faut miser plus sur les protéines, sur les glucides, ou c'est plus d'avoir une alimentation équilibrée entre tout ça? Idéalement, on veut aller chercher à peu près un 20 grammes de protéines là, pour vraiment dire qu'on a un apport qui est suffisant. Et pour les apports en glucides, on va recommander entre 1 et 1,2 grammes de glucides par kilogramme de poids. Donc, si on pèse, par exemple, 60 kilos, ça nous ferait un 60 grammes de glucides à combiner avec un 20 grammes de protéines. Donc, ça, c'est la récupération optimale là, si j'ai vraiment eu un très, très gros entraînement. Sinon, on peut essayer de garder un ratio d'à peu près 3 pour 1. 3 parts de glucides pour une part de protéines. Puis, d'avoir ça en tête, déjà là, on a quelque chose qui est bien. OK. Ça me permet de faire une passe à la palette à mes amis de NAC qui présentent l'épisode parce que leur nouvelle barre, ils ont un ratio 4 pour 1. Fait
c'est dit, voilà. On est aussi dans quelque chose d'intéressant, là, c'est ça, un 3-4 pour 1, ça fait bien là, pour la récupération. Parfait. Puis, quand on parle aussi des fois de shake de protéines, tantôt on en parlait de, oui, la musculation, on entend souvent parler de ça, de récupération de protéines pour les micro-déchirures, mais je pense que c'est bon aussi en sport d'endurance. Est-ce que ça vaut la peine de regarder de ce côté-là pour peut-être la collation? Tu sais, c'est quoi, en fait, qu'est-ce qui est mieux ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est mieux que l'autre quand on dit que je vais faire une longue sortie qui n'est pas avant un repas standard, donc je vais me prendre une collation dans le 30 minutes suite à ma course? Est-ce que le shake de protéines quel qu'il soit, ou une collation d'aliments réguliers, disons. Est-ce qu'il y a un plus ou un moins dans tout ça ou c'est près du pareil au même? Mais le shake de protéines, il y a le côté pratico-pratique que, bon, finalement, je vais juste y ajouter un liquide, puis mon apport en protéines, il est facile à consommer. Ça nous permet aussi d'avoir une réhydratation après l'effort parce que bon, c'est un liquide, donc on va aussi chercher là, le côté hydratation. Puis, généralement, la protéine qu'on va utiliser le plus souvent en récupération, c'est la whey, qui est la protéine de petit lait, qui est une protéine qui a une digestion très rapide. Donc, elle va se retrouver aussi beaucoup plus rapidement au niveau musculaire et dans sa composition, parce que chaque protéine a une structure chimique qui est différente. Donc, dans sa composition, il y a un acide aminé. Donc, les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Vous voyez, c'est un peu comme un collier de perles. Donc, chaque perle, ce sont des acides aminés. Et dans la protéine de petit lait, on a beaucoup de leucine, qui est un acide aminé qui joue au niveau musculaire sur la signalisation musculaire. Donc, il va favoriser la récupération, la synthèse des fibres musculaires. Donc, c'est une protéine qui est intéressante à consommer en récupération. Puis, on le voit aussi là, dans les études que c'est une protéine qui va avoir un effet un petit peu plus grand que d'autres types de protéines. Par contre, moi, je suis quelqu'un aussi qui va beaucoup miser sur les vrais aliments avant d'aller vers les suppléments. Donc, je pense qu'on peut tout à fait avoir une collation de récupération qui est optimale sans avoir recours à un supplément, un shake de protéines. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que mon shake de protéines, il lui manque les glucides. Donc, nécessairement, il faut quand même que je pense à ajouter soit des fruits dans mon shake de protéines ou de prendre une barre tendre ou d'ajouter une source de glucides en complément parce que j'ai pas de glucides. Même s'il y a un goût sucré, c'est des édulcorants qu'on met, donc ça nous apporte pas là, des glucides comme tel. Parfait. Puis parlons, tu sais, on parle beaucoup de protéines, glucides. Je l'ai promis en ouverture, je veux qu'on revienne à la base, puis quelqu'un qui connaît rien, puis je me rappelle quand les premières fois qu'on a parlé, c'est ça, moi, glucides, je trouvais c'était très large dans ma tête. Fait que, est-ce qu'on peut définir protéines, glucides, mais surtout parler des, tu sais, c'est large, je pense, les protéines. Puis tu sais, moi, je suis végétarien, puis je me rappelle, on jasait que, moi, j'y allais beaucoup dans les noix pour combler justement les protéines. Puis tu m'avais expliqué, tu sais, oui, les noix, c'est bien, mais il y a beaucoup, beaucoup de gras dans les noix versus d'autres protéines. Donc, parlons protéines d'abord, on ira avec les glucides après. Définissons ce que c'est, mais surtout, c'est quoi les bons aliments? C'est quoi, quand on parlait d'un 20 grammes, j'en reviens de la course, c'est quoi la protéine idéale à consommer dans mon 30 minutes après ma course ou au quotidien? Donc, les protéines, juste pour donner peut-être là, un petit aperçu de où on va les retrouver, on va en retrouver dans tout ce qui est les produits d'origine animale comme la viande, la volaille, les poissons, les fruits de mer et dans les produits laitiers également, donc le lait, le yogourt, le fromage. On va en avoir dans les œufs et dans les produits d'origine végétale comme les produits du soya, donc le tofu, le tempeh, les fèves edamame. On va en retrouver également dans la boisson de soya. Juste de faire attention que les autres boissons végétales sont généralement pauvres en protéines, donc boisson d'amande, boisson de riz, boisson de noix de coco, de cajou, pas des boissons qui sont riches en protéines, mais la boisson de soya est une belle alternative. C'est intéressant parce qu'on aurait tendance à penser que, pardon, tu sais, du lait de soya, du lait d'amande, du lait de cachou, peu importe, ben c'est un lait fait sur des noix. Hey, ça doit être très fort en protéines, mais ça ne l'est pas. Puis c'est ça, des fois, on prend pas le temps de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit qu'on consomme, mais c'est intéressant de démystifier ces choses-là que de base, on pense, les noix, c'est full protéines. Donc, dans le lait d'amande, c'est sûr que c'est plein de protéines. Non, c'est ça. Donc, oui, dans les noix, j'ai quand même une certaine quantité de protéines. Par contre, quand je fais une boisson d'amande, on va finalement broyer ces noix-là dans de l'eau, puis par la suite, on va filtrer le liquide.
Donc, on perd quand même beaucoup au niveau de la teneur en protéines, si bien qu'on se retrouve avec l'équivalent d'1 gramme de protéines pour un verre, là, l'équivalent d'une tasse de boisson d'amande, alors que dans le lait ou la boisson de soya, on est plus autour d'un 8 grammes de protéines. Donc, il y a quand même une bonne différence là, entre les deux. Ben oui. Puis maintenant, si on parle plus de glucides, qu'est-ce que ça comprend, ces fameux glucides-là qui sont, si je comprends bien, c'est notre fuel, c'est notre essence qu'on met dans la voiture. Puis ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu disais, puis je veux comme taper sur ce clou-là, parce que moi, quand j'ai compris ça, ça a changé un peu ma façon d'aborder la nutrition au quotidien, c'est le fait que la consommation de glucides augmente avec l'intensité des entraînements. Puis si on est en récupération de blessures, j'ai eu des questions là-dessus, qu'est-ce que je fais si je récupère de la blessure? Côté nutrition, je comprends qu'il faut descendre les glucides parce que là, on dépense beaucoup moins d'énergie. Donc, cette portion-là, ça ne sert à rien de faire le plein de glucides quand on est en arrêt ou quand une saison plus morte ou on est en semaine de break. Mais pour faire une petite parenthèse par rapport aux blessures, effectivement, quand on est en arrêt par rapport à une blessure, notre dépense énergétique, elle est moindre parce qu'on s'entraîne moins. Par contre, il faut voir qu'il y a quand même une dépense énergétique qui est liée à la réparation des tissus ou qui est liée à la guérison de la blessure. Donc, on veut s'assurer de ne pas avoir un déficit énergétique qui est trop grand pour quand même favoriser une bonne guérison. Donc, de maintenir un apport en glucides qui est modéré, puis de s'assurer d'avoir un bon apport en protéines pour aussi le permettre une bonne guérison. C'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Sinon, quand on parle de glucides, c'est quoi les glucides? En fait, c'est une grande famille des glucides qui va inclure ce qu'on va appeler l'amidon. Donc, l'amidon qu'on retrouve dans le pain, les pâtes, le riz, dans les pommes de terre, dans les légumineuses. Ça va inclure aussi les fibres alimentaires. Donc, les fibres sont des glucides qui nous apporteront pas de calories ou très, très peu. Donc, c'est pas notre carburant là numéro 1 à l'effort, mais les fibres sont considérées comme des glucides. Et tous les sucres. Donc, les sucres, qu'ils soient ajoutés, comme le sucre blanc, la cassonade, le sirop d'érable, ou que ce soit des sucres naturels, comme le sucre des fruits ou le lactose qu'on retrouve dans le lait, ce sont tous des glucides. Donc, tous les sucres sont des glucides, mais tous les glucides ne sont pas des sucres. Et des fois, les gens confondent un petit peu les deux termes par la part de sucre quand ils vont parler de pâtes, alors que il n'y a pas de sucre dans les pâtes ou dans le riz. Ce sont des glucides qui sont en fait de l'amidon. Donc, c'est des grandes molécules, des grandes chaînes de glucides, alors que le sucre, c'est des très petites chaînes de glucides. C'est pour ça qu'on a un goût sucré aussi. OK, c'est intéressant. Puis ça me permet de rebondir sur un truc que j'avais pensé, que je me questionnais. Il y a plusieurs régimes alimentaires qu'on entend parler, puis il y a des modes là-dedans aussi, je pense, puis on entend à chaque 2-3 ans, on entend parler d'une nouvelle méthode révolutionnaire. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur chacune de ces modes-là, puis on pourrait en parler longtemps. Mais là où je voulais en venir, c'est plus les gens qui ont une consommation omnivore, ou du moins qui mangent de la viande et tout, versus végétarien, versus végétalien. C'est quoi les petits red flags que tu pourrais lever? Par exemple, moi, je suis végétarien, mais je peux aller chercher moins de protéines dans la viande et tout ça, bien sûr. Donc, moi, c'est un concern que j'ai de me dire la protéine. Puis moi, quand ce que j'aime en travaillant avec toi, c'est qu'on a une petite application. On rentre tous les jours pendant une semaine notre menu, puis tu peux voir un peu. Puis moi, c'est quelque chose c'est qui manquait la protéine parce que justement, ça fait pas si longtemps que je suis végétarien, puis j'apprends à voir comment combler ça. Ben, moi, c'est un warning, un petit red flag que je me garde en tête. Est-ce que rapidement, on peut passer sur ces 3-4 grandes familles-là de types d'alimentation? Puis c'est quoi les warnings que tu pourrais donner à quelqu'un qui est végétalien et athlète d'endurance, par exemple? Mais un point positif, en fait, de l'alimentation végétarienne ou végétalienne, c'est que généralement, ce sont des gens qui consomment un petit peu plus de glucides dans leur alimentation. Donc, pour un sportif d'ultra ou d'endurance, c'est quand même quelque chose qui est bénéfique. Et il faut voir qu'il n'y a pas nécessairement de contre-indication à être végétarien ou végétalien et sportif. Donc, on peut très, très bien combler tous nos besoins en ayant une alimentation végétalienne ou végétarienne. Mais effectivement, il y a peut-être des petites choses à juste garder en tête pour être sûr que notre alimentation, elle est bien balancée. Tu l'as mentionné, notamment l'apport en protéines, qui est finalement assez facile à combler si on sait comment remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Donc, quand on devient végétarien, végétalien, c'est pas juste de retirer la viande, les produits d'origine animale, il faut les remplacer par autre chose pour aller combler notre apport en protéines. Donc, que ce soit du tofu, du tempeh, des légumineuses,
La protéine végétale texturée aussi, qui est intéressante. Certaines personnes vont garder les œufs, les produits laitiers, le poisson dans certaines mesures. C'est des belles sources de protéines aussi. Donc, juste de s'assurer d'avoir un apport suffisant en protéines à chaque repas. Ça, c'est un des premiers points là, à juste garder en tête. Ensuite, il faut aussi regarder au niveau des apports peut-être plus en certains micronutriments. Et je dirais c'est peut-être plus dans le régime végétalien où il y a des petites choses là, à garder en tête. Donc, on va penser entre autres aux oméga-3. Si on retire les produits d'origine marine comme le poisson, il faut s'assurer quand même d'avoir un apport en oméga-3 qui sont des acides gras essentiels donc dans l'alimentation. On va en retrouver quand même dans les origines végétales, les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, l'huile de canola, les noix de Grenoble. Ça peut être des bons moyens d'aller chercher des oméga-3 d'origine végétale. Sinon, si on est vraiment végétalien, pur et dur, il y a la vitamine B12 qui est importante aussi, qui va jouer un rôle dans la synthèse notamment des globules rouges. Donc, les globules rouges, c'est ça qui transporte l'oxygène dans le sang. Quand on est un athlète, le transport de l'oxygène, c'est quelque chose d'important. Donc, la vitamine B12, elle est ajoutée dans plusieurs boissons végétales. Donc, il y a un enrichissement qui est fait. Donc, si on prend des boissons de soya, même les boissons d'amandes et autres, il y a un enrichissement qui est fait de ce côté-là. Toutes les substituts de viande, simili poulet, simili viande hachée, sont enrichis aussi en vitamine B12. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais si on n'utilise aucun de ces produits-là, un supplément, là, à ce moment-là, ça peut être quelque chose à considérer. Si on garde les œufs, les produits laitiers, le poisson, il n'y a pas de préoccupation à y avoir là, par rapport à la vitamine B12. Pour les femmes, il y a aussi le fer qui est peut-être là, un petit peu plus important à surveiller parce que les femmes ont un besoin en fer qui est plus élevé que chez les hommes. La viande, surtout la viande rouge, étant une bonne source de fer, quand on passe vraiment à une alimentation végétarienne, ben, oui, il y a du fer dans les aliments d'origine végétale, mais il est un petit peu moins bien assimilé. Donc, c'est plus difficile là, de l'assimiler. Le fait de combiner les sources de fer végétales à de la vitamine C, ça va favoriser une meilleure assimilation. Donc, ça peut être un petit point clé. Là, les légumineuses, entre autres, contiennent beaucoup de fer, mais de les combiner avec des tomates ou de prendre une orange en dessert, d'aller chercher là, une source de vitamine C pour tirer le maximum de profit du fer qu'on va consommer. Puis, si on commence à sentir qu'il y a des symptômes de fatigue là, importants, ben, des fois, ça peut être de penser que nos apports en fer sont pas suffisants, puis d'aller faire valider là, de ce côté-là par une prise de sang qu'on est correct. Ou aller donner du sang, puis si vous êtes sous les normales, ils vont vous le dire, puis ils vous laisseront pas donner, mais au moins, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous pour une prise de sang. Allez chez moi Québec. Effectivement, ça peut être un point. Des fois, on a un taux de fer qui est bas, qui nous permet de donner du sang, mais quand on court 100 km, on peut sentir quand même que le taux de fer est peut-être pas tout à fait optimal. Donc, les normes des Québec sont pas nécessairement les mêmes normes que pour un athlète. Donc, des fois, ça peut aussi valoir la peine d'avoir une vraie bonne prise de sang. Voilà, j'avais promis des questions niaiseuses ou des commentaires niaiseux, c'en était un. Il n'y a pas de problème. Sinon, pour nos amis plus carnivores, est-ce que le choix de la viande dans l'alimentation au quotidien a un impact? Je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sortent sur la viande rouge versus la volaille ou le poisson. Au quotidien, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour ces gens-là? Ben, c'est sûr que finalement, c'est de voir que déjà la portion de viande dans l'assiette, on veut pas nécessairement avoir là une portion de viande qui est gigantesque. Donc, de modérer la portion de viande pour pouvoir aller chercher suffisamment de glucides sans avoir un apport calorique qui est démesuré, c'est quand même à garder en tête. Sinon, de prioriser quand même le poisson, les poissons gras pour aller chercher les fameux oméga-3 qui sont intéressants, qui ont des effets aussi anti-inflammatoires, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Puis, par la suite, peut-être de plus aller vers les viandes maigres aussi, qui vont être un petit peu plus faciles au niveau de la digestion, qui vont, surtout dans un contexte d'entraînement, être plus rapides à digérer avant une séance d'entraînement, favoriser là, la performance pendant notre séance de course. Donc, d'y aller avec peut-être la volaille, aller avec des coupes de viande plus maigres à ce moment. Donc, pas de gros steak avant un ultra, ça c'est... C'est peut-être pas la meilleure option, effectivement.
c'était comme les gladiateurs ou dans l'époque vraiment plus antique, là, la grosse pièce de viande, c'est ce qui amenait la force aux combattants. On s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça, là, au final, puis que les combattants, il était peut-être mieux de manger un petit peu plus de céréales, ça les aidait. Ben oui, puis parlant de gladiateurs, ceux qui connaissent un peu Karl Melzer, qui est le Speed Goat, qui est un coureur d'ultra, c'est la personne qui a gagné le plus de 100 miles dans l'histoire. C'est vraiment un très, très bon coureur américain. Lui, il est comme à l'autre extrême, puis j'en parle juste parce que c'est drôle, mais il y a un documentaire où il raconte son alimentation pré-course, puis lui, il mange un gros burger saignant avec une bière avant sa course parce qu'il dit « Anyway, demain matin, ça sera plus dans mon système quand je vais commencer à courir ». Bon, on en parlera tantôt dans l'aspect race day, puis les repas d'avant-course, ça va plus loin que ça. C'est pas parce que tu l'as évacué que son apport et ce qu'il y avait dans ce burger, cette bière-là, est pour rester d'une certaine façon, mais ça, c'est Carl, ceux qui connaissent le personnage, c'est un drôle de personnage. Puis après, bon, il faut aussi prendre en compte disons, notre santé à long terme. Donc, même si oui, ça n'a peut-être pas un impact tout de suite sur ma course ou ma performance du lendemain, mais le fait de consommer beaucoup de viande rouge, on sait qu'au niveau de la santé, c'est peut-être un petit peu moins optimal. C'est des viandes qui sont généralement plus riches en gras saturés, qui ont des impacts aussi au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, on essaie de diminuer la consommation de viande rouge aussi pour ces aspects-là. Pour les gens qui ont aussi une conscience environnementale, ben, il peut y avoir des aspects aussi là, à considérer. Donc, il y a juste des bénéfices à diminuer un petit peu la consommation de viande rouge, même si on ne l'exclut pas complètement. Il n'y a pas de problème là, à en conserver à l'occasion aussi dans l'alimentation. Autant pour la planète que pour soi. Exactement. Je me demandais, pour les gens qui sont plus méthodiques ou qui veulent vraiment faire un changement de cap côté nutrition, je sais, la recommandation numéro 1, c'est aller voir votre nutritionniste, mais quelqu'un qui voudrait calculer ou savoir c'est quoi sa consommation idéale au quotidien, protéines, glucides et tout ça, puis de le calculer, on se base sur quoi pour ça? Moi, je déciderais aujourd'hui, je veux calculer chaque gramme de ce que je consomme, puis je veux l'alimentation parfaite, savoir combien j'ai besoin de grammes de protéines au quotidien. On en parlait tantôt, un 20 grammes pour la récupération, mais après ça, comment on fait pour avoir accès à ces données-là, de savoir qu'est-ce qui est bon? Parce que je pense que la nutrition, c'est un des sujets où tu fais des recherches Google, puis ça part dans tous les sens, puis des fois, tu sais pas les articles s'ils sont financés par il y a tout ça qui existe, puis c'est ce qui est le fun des fois de parler avec des spécialistes, des gens académiques qui peuvent voir ce qui existe dans la littérature puis ressortir un concept plus général. C'est ce que j'aime de lire de la clinique du coureur dans tout ce que vous faites. C'est l'aspect neutralité. Vous n'êtes pas financé par personne. Brooks donne pas un montant pour que vous mettiez de l'avant tel type d'esprit. Fait que c'est ce qui est le fun. What you see is what you get. Puis ce qui est là, c'est les constats de la littérature. Après ça, chaque personne est différente. Donc, bref, comment on fait pour calculer cette chose-là au quotidien puis de savoir c'est quoi notre bon apport dans une semaine classique d'entraînement, une semaine normale? Ben, j'aurais envie de te répondre un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, la nutrition, c'est pas des mathématiques non plus. Donc, on peut pas faire en mathématiques 2 plus 2, ça va toujours faire 4. Mais au niveau de chaque individu, il y a beaucoup de variabilité quand même à prendre en compte, puis de calculer au gramme près tout le temps, ça devient très, très difficile. Donc, l'objectif n'est pas non plus d'avoir une préoccupation outre mesure par rapport à son alimentation, puis de toujours essayer d'être parfait surtout. Donc, je pense que c'est de voir un petit peu plus dans la globalité aussi. Donc, les besoins, oui, on peut les évaluer. Pour ça, je dirais, l'idéal, c'est quand même de consulter une nutritionniste qui va être spécialisée un petit peu plus en nutrition sportive pour vous guider à travers les différentes phases d'entraînement parce que mes besoins en phase de début de saison versus quand je commence à faire vraiment du plus gros volume versus dans les semaines qui précèdent ma course alors que mon volume d'entraînement diminue parce que je suis en affûtage, mes besoins vont varier à travers toutes ces phases-là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une réponse unique là, par rapport à ça, mais globalement, je dirais l'apport en protéines, c'est quelque chose qui, en fait, le besoin en protéines qui reste un petit peu plus constant. Et puis, c'est plus le besoin en glucides qui, lui, va vraiment varier en fonction de la charge d'entraînement, donc qui va augmenter. Généralement, pour la nutrition sportive, on va exprimer les besoins en termes de grammes de nutriments par kilogramme de poids corporel. Donc, pour un sportif là, d'endurance, pour les protéines, on parle de 1,2 à 1,6 grammes de protéines par kilogramme de poids par jour. Donc, ça peut être
un peu une ligne directrice. Par la suite, les besoins en glucides, on va du 3 grammes ou dans certains cas 7, 8, 9, 10 grammes de glucides par kilo, dépendamment de où on est. 10 grammes de glucides par kilo, ça commence à faire beaucoup, là. C'est ce qu'on voit chez les cyclistes du Tour de France dans des grosses périodes d'entraînement ou les coureurs de marathon là, qui sont sur les podiums, marathon de Boston et compagnie. Donc, c'est ce qu'on évalue là, dans les études qu'ils consomment. Le sportif plus amateur au quotidien, jamais qu'on va atteindre ces niveaux-là. Donc, mettez-vous pas à calculer là, 10 grammes de glucides par kilogramme. Essayez de faire ça. Ça fait quand même beaucoup de glucides là, au quotidien. C'est beaucoup trop. Mais il y a quand même une bonne marge de manœuvre là, pour ça. Ça fait beaucoup de pain parce qu'une tranche de pain, on est autour du 15 grammes de glucides. Là. Puis, il y a quelque chose qu'on entend puis qui fait partie de la portion au quotidien de l'entrevue. Courir à jeun. Encore là, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. C'est quelque chose que, moi, je t'en parlais, j'aime ça, courir à jeun. Pas du tout pour tout ce qu'on pourra parler, que tu pourras nous présenter comme étant les propriétés positives de ça ou négatives, peu importe. Juste pour le feeling, il y a un sentiment de légèreté, je trouve, de se lever, de boire un espresso, mettre les espadrilles, puis partir. Il y a un feeling vraiment le fun, puis j'aime faire mes longues courses à jeun en traînant de la bouffe avec moi, puis en essayant de me rendre le plus loin possible ou le plus longtemps possible sans avoir le besoin. Mais c'est une question de feeling, c'est personnel. Derrière ça, la science, est-ce qu'il y a des bonnes choses à courir à jeun? Oui, puis il y en a beaucoup justement qui, un peu comme tu dis, aiment le feeling d'être léger puis d'aller courir à jeun dans ce contexte-là. Donc, je mettrais peut-être un petit bémol sur le fait de courir à jeun pour un entraînement d'intervalle. Ce sera jamais vraiment bénéfique de faire un entraînement d'intensité par intervalle à jeun parce que là, finalement, on n'a peut-être pas suffisamment de glucides pour rentabiliser au maximum notre séance d'entraînement. Par contre, tout ce qui est entraînement à basse intensité, oui, ça peut être intéressant de le faire à jeun, surtout dans un contexte où on s'entraîne pour un ultra ou pour des longues distances, sans nécessairement être dans l'ultra, même quelqu'un qui fait un marathon, ça peut être aussi intéressant de faire certaines séances à jeun. Le fait d'être à jeun va quand même stimuler le corps à utiliser un petit peu plus ses réserves de lipides, donc ses réserves de gras. Et on sait quand même que sur de l'ultra, sur des longues distances, le corps va, oui, avoir besoin de glucides, mais va aussi beaucoup aller puiser dans ses réserves lipidiques comme carburant. Donc, si on développe certaines adaptations à utiliser ces réserves-là à l'effort, ça peut venir nous aider. On voit aussi que les athlètes qui font certaines séances dans un contexte de restriction en glucides, c'est-à-dire le fait de faire un entraînement à jeun, si on a même restreint un petit peu l'apport en glucides au souper la veille, cet entraînement-là, oui, il nous perçoit comme étant on le perçoit comme étant un petit peu plus difficile, mais on voit qu'on stimule certaines adaptations, on développe un petit peu plus de mitochondries, qui sont les petites usines à énergie là, dans nos muscles, un petit peu plus de vaisseaux sanguins aussi dans les muscles pour amener plus d'oxygène, pour métaboliser là, les gras qui demandent plus d'oxygène pour produire un niveau d'énergie suffisant. Donc oui, il y a quand même des effets bénéfiques à faire certaines séances d'entraînement à jeun. Tant qu'on n'est pas dans de la haute intensité, il n'y a pas de problème. Puis j'aime ce que tu proposes aussi, que tu dis que tu fais, de dire, je pars à jeun, puis j'amène avec moi des aliments, donc pour faire ma longue sortie. Alors on peut partir, dire on fait une première heure à jeun, puis après ça on commence à manger. Ça nous permet un peu de jouer avec les deux côtés, de faire une certaine portion dans une restriction en glucides en étant à jeun. Après ça, de commencer à travailler aussi des stratégies de nutrition pendant l'effort, d'intégrer des glucides progressivement. Donc ça, c'est quelque chose pour les gens qui sont aussi des fois un petit peu frileux de partir à jeun. Mais ça nous fait une petite assurance de dire, je frapperai pas le mur. Là, j'ai quand même quelque chose pour me rescaper si jamais je sens que ça va un petit peu moins bien. C'est une capacité qu'on développe aussi. Donc, moi, je dirais aux gens, commencez avec un 30 minutes, progresser 45 minutes, 1 heure. Puis déjà, si on a 1 heure d'entraînement à jeun, on développe là, déjà des bonnes adaptations avec ça. Non, c'est ça. Puis je pense que, comme je disais tantôt, il y a un moment vraiment de légèreté. Il y a un feeling de légèreté qui est le fun. Mais il y a aussi le moment, c'est une longue, puis ça vient à différents moments, de différentes durées, mais il y a un point où justement, là, ça avance plus. Là. Il n'y a plus de sentiment de légèreté. Il y a juste un sentiment que les piles sont à zéro. Fait que, tu sais, faut pas se rendre nécessairement jusque-là, mais ça peut passer vite du sentiment de, hey, c'est le fun, je roule un bon pace, je roule léger, ça va bien. Puis là, à un moment donné, tu pognes
un petit mur à l'entraînement. Donc, c'est pour ça que j'aime ça partir avec quelque chose puis de me dire, ben aujourd'hui, je vais essayer de le rendre plus loin. Tu parlais que, tu sais, oui, dans un ultra, il y a des moments où on tombe en carence. Puis là, je sais pas si c'est nutritionniste approve. Moi, je sais que j'aime à l'entraînement tester des choses, mais tester aussi de me mettre dans le marde. Tu sais, autant mentalement de faire la même boucle sans arrêt. C'est plate de faire un 20 kilos sur une boucle d'1 kilomètre parce que tu passes 20 fois à la même place, mais tu t'entraînes à être dans un mode mental pas tant le fun pour te pratiquer à en sortir. Puis c'est un peu pareil pour la nutrition. Je pense que ça peut être bien de se mettre dans la marde, mais en ayant quelque chose sur toi. Pas faire un 50 d'entraide avec rien du tout pour apprendre à puiser dans tes graisses, mais essaie de toffer le plus longtemps dans une longue sortie en ayant cette petite carence-là ou en essayant de diminuer ou essayer de... Ah ben, ça va arriver dans la vie qu'il te reste 4 km puis tu n'as plus une goutte d'eau. Tu sais, ça arrive plus souvent qu'autrement, puis il faut apprendre à dealer avec ça. Mais tantôt, tu disais que de courir à jeun, c'est quoi? Ça apprend ton corps aussi à les puiser dans ces gras-là? Est-ce que c'est un... Non, on T'entraînes développe ton corps à le certaines faire? adaptations, c'est ça. Okay. On va développer certaines adaptations. Le corps va être capable d'aller utiliser peut-être de manière un petit peu plus efficace ses réserves de lipides, donc ses réserves de gras. Alors, oui, de le faire progressivement, de l'intégrer tranquillement dans sa routine, sans le faire à tous les jours, mais quelques fois par semaine, ça peut être effectivement quelque chose de bénéfique. Puis comme tu dis, l'objectif, c'est pas de se mettre dans une situation où on est vraiment dans un entraînement qui devient désagréable, où on est complètement dans quelque chose qui nous rend dans une situation qui est pas plaisante. Donc, de partir quand même avec de la nourriture sur soi ou sa carte de crédit si on court, puis qu'on sait qu'il y a un dépanneur ou une station-service quelconque où on peut s'acheter un jus ou des bonbons. Donc, au moins avoir un plan B là, pour être sûr que ça se passe quand même bien. Non, c'est ça. Partez pas de votre char d'un trail 20 km dans le fond des bois avec rien. T'sais. Des fois, c'est juste de partir avec quelque chose sur soi, mais de se forcer à pas tout de suite le consommer pour peut-être tester... dans un ultra, on a un moment ou un autre à courir avec le sentiment de faim. Ça fait partie de la vie. Fait que ça peut être bien de l'expérimenter avant, mais à un moment donné, quand c'est insoutenable, ben, tu as une barre dans ton sac puis tu peux manger. C'est ça, d'essayer de repousser un petit peu ses limites ou de se mettre dans différentes situations, mais on veut faire un entraînement pour que en course, on arrive puis hey, ben, j'avais déjà vécu cette situation-là, je sais comment réagir. Après ça, l'objectif en course, c'est effectivement de peut-être pas se retrouver dans la situation où j'ai plus rien à manger, j'ai faim, mais oui, ça peut arriver qu'il y a plus rien qui rentre, puis que pour un temps, je me dis, bon, les 10 prochains kilomètres, je mange pas parce que là, de toute façon, si je mange, ça passera pas. Donc, oui, nécessairement, il se crée un déficit, mais c'est de voir comment on peut reprendre le dessus. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'on veut essayer de tester à l'entraînement aussi. Ah, c'est ça. Ben, parlons de la course, je le disais tantôt. On a la portion au quotidien, mais aussi le race day qui amène beaucoup de questions le jour de la compétition, mais aussi l'avant-compétition, les jours avant, les semaines avant. À partir de quand ça vaut la peine de faire le plein de, tu sais, le carb load qu'on entend souvent, ou tu sais, est-ce que de faire ça une semaine avant, ça vaut la peine? C'est quoi les règles de l'art de ce qui nous amène à une course? Commençons par parler jusqu'à la ligne de départ, puis on parlera pendant la course, mais c'est quoi les règles d'or de ça? Ben, effectivement, que quand on parle de course en ultra, on va beaucoup entendre parler du fameux carb loading ou la surcharge en glycogène. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher pendant quelques jours un apport en glucides qui est plus élevé que ce qu'on a l'habitude de consommer sur une base quotidienne, en combinaison avec une diminution marquée de notre charge d'entraînement, dans le but de venir saturer nos muscles en réserve de glucides. Donc, pour se présenter sur la ligne de départ, puis vraiment avoir les réserves là, au maximum de leur capacité. Et ça, cette surcharge-là, mais on n'a pas besoin de la faire pendant une semaine de temps. Donc, pour des athlètes bien entraînés, généralement 36 à maximum 48 heures avant, là, on est capable de bien saturer les réserves en glycogène. Donc, je dirais 2 jours là, avant l'épreuve. Des fois, ce que j'aime faire aussi, c'est de la mettre peut-être plus 3 jours avant l'épreuve, mais la dernière journée, revenir un petit peu plus proche des habitudes régulières pour pas avoir non plus un volume d'aliments qui est trop important puis d'avoir des inconforts digestifs, surtout si on a un départ dans la nuit. Donc, la dernière journée, la veille, on va essayer d'y aller avec peut-être là, des portions qui sont plus proches de ce qu'on a l'habitude de manger pour pas être trop rempli au niveau digestif. Donc, à ce moment-là, on peut prévoir la surcharge en glycogène un petit peu en amont.
mais sur un 2 à 3 jours pour la surcharge. Et donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter l'apport en glucides. Donc, on va diminuer la quantité de matières grasses au minimum, modérer l'apport en protéines et les glucides. Donc, que ce soit les pâtes, parce que c'est souvent ça qui nous vient en tête, le fameux pasta party, mais ça peut être du riz, ça peut être des pommes de terre, ça peut être toutes les sources de sucre aussi, les bonbons, le sirop d'érable. Donc, on va chercher des apports en glucides de façon générale qui sont à peu près un tiers plus élevés que ce qu'on mange dans notre quotidien. Donc, on veut vraiment aller bonifier là, de ce côté-là. Donc, un repas dans mon assiette devrait être basé peut-être sur un apport plus grand en féculents, puis de venir combler avec des fruits, de venir combler avec un petit dessert un peu sucré, sans nécessairement être le dessert plein de matières grasses. Donc, le gros gâteau au chocolat, peut-être pas optimal, mais le sorbet aux fruits ou le gâteau des anges avec du sirop d'érable, ça, c'est numéro 1 pour la surcharge en glycogène. Donc, c'est des choses qu'on peut intégrer aussi pour ces quelques jours-là avant la course. Et donc, en amont de ça, il n'y a pas nécessairement quelque chose de particulier à faire. Ce qu'il faut voir, c'est que des fois, on va descendre là, notre volume d'entraînement dans les peut-être 2 semaines qui précèdent la course, donc pour notre affûtage. Donc, nécessairement, notre dépense énergétique, elle diminue aussi. Donc, des fois, il faut réajuster un petit peu à la baisse notre apport énergétique dans ces semaines-là d'affûtage avant d'arriver à la surcharge en glycogène pour avoir un apport qui correspond à notre dépense énergétique réelle. L'objectif n'est pas de regagner 1 ou 2 livres juste avant le jour de la course. Non, c'est ça. Puis, je trouve ça intéressant l'aspect parce qu'on entend souvent le carb load la veille de la course ou de manger beaucoup la veille de la course. Je trouve ça intéressant de faire le plein peut-être 48 heures avant puis revenir tu ne veux pas commencer à la ligne de départ avec l'estomac plein. Puis comme tu dis, souvent les courses en ultra ou même en trail, tu as des heures un peu pas possibles. Arikana, ça part à 2 heures du matin. Quand ton repas d'avant-course, tu le souper de la veille ou c'est le sandwich au beurre de pinot que tu manges à 1 heure du matin qui rentre pas tant. Fait que je trouve ça intéressant de retrouver une alimentation puis de savoir que 48 heures avant, ça peut être là qu'on donne un petit coup supplémentaire en glucides. Oui, tu te sens peut-être un peu plus plein, mais au moins, rendu à la course 48 heures plus tard, 36 heures plus tard, tu es moins dans cette espèce de boule-là dans l'estomac. Là. C'est ça. Mais c'est plus un 24 heures avant. Là. On peut se laisser un 24 heures. Donc, si on prend comme Arikana qui part à 2 heures du matin, la journée qui précède, là, on peut être quand même sur une alimentation riche en glucides, avec des portions un petit peu plus modérées. Puis les 2 autres journées qui ont précédé, là, on était vraiment dans une surcharge en glycogène plus franche avec des portions peut-être un petit peu plus généreuses. Puis oui, quand on a un départ comme ça à 2 heures du matin ou dans la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de déjeuner. Donc, l'objectif, c'est peut-être d'avoir un souper qui est pris un petit peu plus tôt, là, presque en milieu d'après-midi, puis d'essayer de se reposer un petit peu, puis de prendre une collation ou un demi-déjeuner là, quelques heures avant de partir à ce moment-là. Non, c'est ça. Puis souvent, on entend parler blé entier versus du pain blanc et tout ça. Pour des raisons, faut en parler. On est là en train de nutrition. Ça fait partie de la game en trail. C'est sûr que du blé entier, ça donne envie d'arrêter sur le bord de la trail puis d'évacuer. Donc, à partir de quand on est mieux de faire ce switch-là? Est-ce que c'est que dans le repas d'avant-course ou même, dans la vie, je pense que c'est mieux ou c'est bien de manger du blé entier et tout, mais là, la veille de la course, le matin de la course, c'est à quel moment que c'est mieux de faire ce switch-là? Je dirais dans les 24 à 48 heures avant la course, là, on peut aller davantage vers des produits peut-être plus raffinés, donc un petit peu plus les grains entiers, parce que oui, effectivement, plus de fibres égale aussi des fois un petit peu plus de troubles digestifs. Puis là, c'est de se connaître aussi, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, qui ont systématiquement des problèmes digestifs. Donc, quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus de difficultés, on peut même, là, dans les jours qui précèdent la course, aller avec une diète qui va éliminer davantage différents aliments. Donc, les aliments qui contiennent des sucres ou des glucides qui ont tendance à fermenter un petit peu plus lors de la digestion. Donc, ça, c'est des choses dont le blé, on va retirer complètement le blé, entre autres, chez ces gens-là. D'y aller plus avec du riz, des pommes de terre, ça peut être plus facile. Pas que le blé est négatif. Si vous n'avez pas de problème, des toasts puis des pâtes, c'est parfait. Mais des gens un petit peu plus sensibles, on va retirer comme ça le lactose ou certains aliments qu'on classe là, dans la famille des FODMAP.
Donc, on voit que ça a un effet aussi là, sur les troubles digestifs à l'effort. Et donc, encore là, 48 heures avant la course, ça peut être intéressant de retirer ces aliments-là qui occasionnent chez certains, pas chez tout le monde, mais chez certains, un petit peu plus de troubles digestifs. Non, puis c'est de se connaître, puis je pense qu'il y a tout ce qui est académique, la connaissance qui est bien d'avoir en tête, mais à un moment donné, il faut aussi le tester, autant pour l'alimentation quotidienne, mais surtout le race day. C'est pas le temps, la veille d'une course, d'essayer pour la première fois. Hey, j'ai jamais essayé ça du riz, on va essayer ça. Tu sais, c'est de le tester, puis n'importe qui fait du sport d'endurance, ben, il va avoir des entraînements en mode quasiment course. Je veux dire, quand tu t'entraînes pour du 100K, tu vas faire des sorties qui dépassent le marathon. Ben, c'est le temps de le tester. C'est le temps de pas bien filer parce que tel aliment, tu sais, je veux dire, je connais quelqu'un que les carottes la veille, ça donne des crampes énormes, puis il y a d'autres monde qui mangent des carottes pendant les courses. Tu sais, chacun a quand même sa façon de digérer certains produits, puis c'est de le tester autant pour l'alimentation d'avant-course que pendant la course. C'est pas ta première course de te dire, hey, tout le monde mange des gels, je vais essayer ça, les gels aujourd'hui. Tu sais, c'est pas une bonne idée de l'essayer en mode course, là. Exactement. Puis c'est d'apprendre à connaître les aliments qui, pour nous, fonctionnent, puis ceux qui fonctionnent pas aussi. Donc, chaque personne va quand même être différente par rapport à ça. Puis il y en a qui vont, oui, être capables de manger à peu près n'importe quoi en course ou avant la course, puis ça va bien passer. Puis il y en a d'autres qui vont devoir être beaucoup plus minutieux. Puis c'est vraiment pas les mêmes aliments. Il y a des tendances quand même. Il y a certains aliments, on sait d'emblée que ça passera moins bien. Tout ce qui est un petit peu plus irritant pour le système digestif, les fibres, les épices. C'est sûr que globalement, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais après ça, chacun est différent. Beaucoup de gens mangent un gruyot avant d'aller courir, puis ça passe bien. J'ai eu des clients qui m'ont dit, moi, le gruyot, c'est systématique, je mange ça, il faut que j'aille aux toilettes pendant ma course. Donc, c'est pas le gruyot d'avant-course, c'est pas une option pour ces gens-là. Non. Puis pour le repas d'avant-course, le dernier, là, admettons que c'est une course standard parce que Arcano, on en parlait tantôt, mais il n'y a pas tant de courses que ça qui commencent à 2 heures du matin. Souvent, les courses ont un départ le matin. C'est quoi le déjeuner idéal? Après ça, comme on le disait, c'est différent d'une personne à l'autre, mais la course est à 9 heures, on se lève, on déjeune. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme nutriments, protéines, glucides pour avoir ce qui est idéal pour la course? Donc, on veut se laisser à peu près 2 heures là, de délai de digestion. Il y a des gens pour qui ça va prendre plus 3 heures. Donc là, c'est de se connaître aussi, mais au moins 2 heures pour digérer le repas. Principalement des glucides, donc que ce soit du pain, un bagel, du gruyot, ça peut être des céréales aussi. Donc, vraiment une source de glucides qui est plus importante. Et puis, un petit peu de protéines. Donc, les protéines, on va y aller aussi selon le délai qu'on a. Plus on va avoir un long délai entre notre repas puis le départ de notre course, plus on va pouvoir mettre un apport en protéines qui est élevé. Plus on se rapproche du moment du départ, moins on veut avoir un apport en protéines qui est élevé. Donc, si on a un déjeuner 2-3 heures avant la course, on va avoir un apport modéré en protéines. Donc, ça peut être des produits laitiers, du lait, du yogourt. Chez certaines personnes, le sans lactose va mieux passer là, dans un court délai comme ça. Sinon, on peut y aller avec quelques tranches de jambon, avec des œufs aussi. Boisson de soya peut être intéressant également. Tofu soyeux pour remplacer le yogourt aussi. Certaines personnes vont aimer ça. Donc, l'apport modéré en protéines, ça nous assure d'avoir un sentiment de satiété qui est un petit peu plus grand. Donc, de pas arriver là, sur la ligne de départ puis faire comme ça, ben, j'ai déjà faim, mon déjeuner est comme déjà digéré. Ben, le fait d'avoir des protéines dans le déjeuner, ça va nous aider de ce côté-là. Mais c'est vraiment aussi les glucides qu'on veut mettre à la base là, pour nous assurer d'avoir du carburant pour notre course. Parce que même si on a fait une surcharge en glycogène dans les jours qui précèdent, pendant notre nuit de sommeil, le corps utilise une partie de nos réserves de glucides qu'on a d'entreposées au niveau du foie pour maintenir notre glycémie stable pendant la nuit. Donc, le matin, on se réveille, puis oui, mes muscles sont pleins de glycogène, mais mon foie, lui, il y en a moins dedans. Donc, ce qu'on veut, c'est refaire les réserves de glycogène au niveau du foie aussi, puis nous assurer de partir avec vraiment un bon niveau là, de glucides dans nos réserves. Pardon, est-ce que je t'ai coupé? Je voulais juste dire ça, dans un bon niveau de glucides au niveau de toutes nos réserves. OK. Puis est-ce qu'il y a des aliments à éviter, des choses qui sont des no-go pour tout le monde ou encore là, c'est personnel à chacun? C'est sûr, ça va être personnel à chacun, mais tout ce qui est peut-être plus riche en matières grasses va être à surveiller davantage parce que les matières grasses sont plus longues à digérer. Donc, plus on est près du départ de la course, plus il faut surveiller. C'est sûr que un petit peu de beurre d'arachide sur une toast,
généralement, ça passe bien. Mais d'avoir un déjeuner, là, style bûcheron, avec les petites pommes de terre rissolées, le bacon. Donc là, c'est peut-être un no-go avec ça, là. Donc, si vous allez au restaurant, vous êtes mieux avec les crêpes ou les pains dorés avec beaucoup de sirop d'érable puis des fruits, là, on a quelque chose de plus intéressant. Fait que l'assiette du travailleur chez Normandin, c'est un no-go pour les courses. Parfait, c'est noté. Rendu à la course, je pense que c'est là que c'est difficile parce que c'est un concern qu'il faut avoir pendant l'effort, la nutrition, puis l'hydratation, surtout les deux en fait. Puis il y a tellement de choses qui se passent dans une course. Puis entre elles, particulièrement, tu passes ta course à analyser les racines, le terrain, les ups, les downs, OK, le dénivelé, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Puis des fois, c'est quelque chose qu'on oublie. Puis donc, c'est quoi les règles de base pour la nutrition pendant une course, pendant un événement? Mathieu, tu l'as dit, il y a deux choses. Il y a l'alimentation pour minimiser le déficit énergétique. Surtout sur l'ultra, on parle de minimiser le déficit parce qu'on ne veut pas avoir un déficit zéro. Donc, nécessairement, il va quand même y avoir un déficit énergétique. On ne sera pas capable de manger tout ce qu'on dépense pendant un ultra, mais essayer de minimiser au maximum et d'avoir une hydratation qui est adéquate. Donc, d'éviter la déshydratation sévère et d'éviter de l'autre côté la surhydratation, qui est aussi une problématique. Donc, on veut éviter là, les deux extrêmes, puis avoir un niveau d'hydratation qui nous permet là, d'être finalement au meilleur de notre capacité. Donc, c'est vraiment de voir aussi à débuter tôt dans la course. C'est pas des gens qui vont attendre avant de commencer à manger, d'avoir faim ou qui vont repousser là, leur premier apport énergétique. Puis ça, c'est un premier red flag à avoir, là, peut-être, de pas attendre trop longtemps avant de commencer à manger. Donc, dès la première heure, déjà, là, de commencer à avoir un apport énergétique. Parce que c'est pas quand mes réserves en glycogène sont complètement épuisées à sec que là, il faut que je me mette à manger. Donc, si j'atteins déjà là, le mur ou que je commence déjà à sentir que je manque d'énergie, ça va être beaucoup plus difficile de revenir puis de remonter la pente que si j'ai essayé de maintenir un apport qui est plus constant dès le début de ma course. Donc, dès la première heure, déjà de commencer à planifier, à avoir des choses. Puis, je pense qu'il y a ça aussi dans la clé, d'avoir une bonne planification en amont. Parce que si je me présente à la course, que je sais pas trop, que je me dis, oh, je vais arrêter au ravito, je me ramasserai des choses au ravito, mais d'un coup, qu'au ravito, il y en a d'autres qui sont passés avant, il reste plus vraiment de ce que j'avais planifié prendre, ou j'ai un pépin, puis ça me prend plus de temps à arriver au ravito que ce que j'avais prévu. Donc, d'avoir une planification, d'avoir des choses avec soi, ça aussi, c'est important. De le planifier, puis il y a des coureurs qui se mettent une alarme sur leur montre à chaque 10 minutes, prendre une gorgée d'eau et tout ça, parce que c'est facile à oublier. Puis je trouve ça intéressant ce que tu disais, de pas attendre d'avoir faim ou de pas juste se fier sur la satiété, parce que on le sait, sur des longs ultras, il y a un moment donné où la douleur, elle devient très particulière, puis le sentiment de satiété dans la vie, quand tu es en train de travailler, puis tu ressens aucune douleur, tu es assis, tu es debout, tu travailles, c'est le premier inconfort, c'est « Ah, j'ai faim un peu ». Là, quand tu es en ultramarathon, ça fait 24 heures que tu es sur le parcours, ça se peut qu'au moment que tu as faim puis ton corps il te crie une alarme de « Hey, faut manger, là, je suis à sec », ça se peut que tu le perçoives pas, tu as mal partout, tu as mal, chaque poil sur ton corps fait mal. Donc, des fois, d'essayer de se forcer ou du moins de viser, c'est quoi? Est-ce qu'on doit viser une quantité d'eau, de liquide et de nourriture par heure? C'est quoi qui est l'idéal comme pour viser, justement? Mais les liquides, c'est sûr, c'est difficile à donner une quantité fixe parce que dépendamment des conditions météorologiques, ça va vraiment avoir un impact s'il fait très, très chaud, si je transpire beaucoup versus si je fais un ultra en début de saison avec des températures plus fraîches, mon besoin en hydratation ne sera pas du tout le même. Donc, l'objectif, c'est de se connaître un petit peu aussi, puis de respecter aussi sa sensation de soif, qui est quand même un bon indicatif, de pas se forcer à consommer là, au niveau hydrique, mais de boire pour être dans une zone de confort au niveau digestif. Au niveau alimentaire, donc c'est surtout l'apport en glucides qu'on va venir travailler. On va recommander, puis là, la plage, elle est pour des sports d'endurance de 40 à 90 grammes de glucides par heure. Donc, 90 grammes de glucides par heure, on le voit pas beaucoup là chez des athlètes d'ultra. Moi, j'avais fait il y a 2 ans là une recension un petit peu des apports chez les coureurs qui participaient au 120 Arikana.
Puis j'en avais quelques-uns quand même là, qui étaient dans la tranche 80 à 90 grammes de glucides par heure, mais c'était pas la majorité. Donc, on tournait plus là, autour d'un 50 grammes de glucides par heure. C'est sûr que ces recommandations-là, vous voir que c'est pour tous les types de sports d'endurance. Donc, c'est beaucoup plus facile de manger sur un vélo quand on est assis puis que le système digestif est un peu moins brassé que quand on court en trail, puis qu'il y a aussi là, tout l'aspect dénivelé qui vient jouer aussi sur la digestion. Donc, des fois, on peut regarder aussi le parcours, puis voir dans les descentes, c'est pas nécessairement là où on va essayer d'optimiser notre apport alimentaire. Puis, quand on voit qu'il y a des portions de montée, de planifier, de manger un petit peu plus à ces moments-là. Donc, on n'aura peut-être pas toujours un apport fixe à chaque heure, mais de l'adapter selon le parcours pour que globalement, on soit minimum là, à 40 grammes de glucides par heure. Puis après ça, selon ce qu'on va avoir fait en entraînement, les tests qu'on va avoir fait, si on est capable d'aller à 50, 60, 70 grammes de glucides par heure, là, c'est intéressant. Non, c'est ça. Puis Anne Champagne le disait, quand elle planifiait ses courses, c'est une fille qui est très méthodique dans sa façon de planifier tout, dont la nutrition. Puis elle disait, tu sais, ouvrir un wrapper de peu importe quoi, une barre en descendant à 4 du kilo dans une descente technique, ça peut juste mal finir. Puis une montée, ben c'est sûr que côté digestion, moi je le sais que dans une montée en power hike, ça passe beaucoup mieux, tu sais, puis ça donne un petit break au corps. Ça en sollicite autre chose, on s'entend, mais pour manger, pour boire, c'est un bon moment de faire le plein avant peut-être d'attaquer une descente, puis là, juste de se concentrer sur pas mourir, tu sais. Exactement. Fait que c'est de l'avoir analysé avant la course aussi pour savoir quand manger, puis comment planifier tout ça là, en conséquence. Puis tu parlais d'hydratation, tu sais, on entend souvent parler de la déshydratation, puis tu l'as dit tantôt, il y a aussi la surhydratation qui est tout autant problématique, mais c'est difficile de le gager parce que tu as l'impression dans une course où il fait très chaud, tu sais, Québec Méga Trail qui est en juillet, c'est des courses qui, il y a 2 ans, en 2019, c'était 30 degrés et plus, super humide. Là, tu perds de l'eau. À quel point, à un moment donné, tu as quasiment l'impression de dire, ben, je vais boire tout ce que je peux boire parce que j'ai l'impression de trop en perdre, mais il ne faut pas trop en boire non plus. Comment on fait pour, y a-t-il un calcul? Est-ce que c'est à l'entraînement de faire des tests? Je sais qu'il y a des courses qui pèsent les coureurs à différents ravitaux pour calculer ça. Est-ce que c'est quoi qu'on peut répéter à l'entraînement? Sortir faire un 10, rentrer chez nous, mettre la balance, checker quelque chose. Y a-t-il une manière qu'on peut le définir? Parce que moi, quand j'ai découvert que la surhydratation était aussi problématique que la déshydratation, j'ai comme eu un petit red flag de dire, OK, je le sais comment pas déshydrater, je vais boire, mais quel moment je vais trop boire puis ça va mener à un DNF, tu sais. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'il faut voir qu'en trail, le risque de surhydratation est moindre que sur une course sur route. Parce que si on prend un marathon, les stations d'hydratation, il y en a aux 2 ou aux 3 kilomètres. Donc, les chances de se surhydrater sont quand même beaucoup plus grandes sur une course sur route où j'ai beaucoup de points de ravitaillement versus en trail où des fois, il va falloir que je cours 10, 15, 20 kilomètres avant d'avoir accès à une station de ravitaillement, puis où tout ce que j'ai, c'est l'eau que je suis capable de traîner sur moi. Donc, déjà là, ça fait quand même une certaine restriction au niveau de l'apport en liquide qui nous aide là, à prévenir la surhydratation. Après ça, un test, oui, qu'on peut faire, c'est de se peser avant et après un entraînement et de voir s'il y a une perte de poids. Donc, nécessairement, s'il y a un gain de poids pendant un entraînement, c'est généralement qu'on a trop bu. Donc, si vous partez, vous avez gagné 1-2 livres pendant votre entraînement, que vous avez bu beaucoup, ben là, c'est red flag, vous avez trop bu assurément. Ce qu'on veut, c'est limiter la perte de poids. Sur un ultra, on parle d'à peu près un 3% là, de perte de poids qui est normal d'atteindre, entre 2 et 5% là, sur un ultra, parce qu'il faut voir qu'il y a aussi une utilisation des réserves énergétiques. Donc, j'utilise mes réserves de glucides, j'utilise mes réserves de lipides. Donc, il y a une certaine perte de poids qui se fait de cette façon-là. Donc, si je perds de 3 à 5% de mon poids corporel sur un ultra, donc après là, quand même une vingtaine d'heures de course, disons, ça, c'est dans ce qu'on s'attend d'avoir. Si vous voulez faire le test à la maison, ben, vous pouvez vous peser avant, après un entraînement. Puis là, on devrait être dans un maximum là, de 2% de perte de poids. Donc, entre 0 et 2% de perte de poids pour un entraînement de plus courte durée, c'est correct. OK. Puis là, c'est peut-être une alerte question niaiseuse, mais il y a des coureurs qui peuvent faire des longues distances sans jamais uriner parce que la seule eau qu'ils consomment, il a su.
Est-ce que c'est une bonne chose ça, ou on est mieux de viser de boire à un point où même si on suit puis il fait chaud, il faut quand même des fois arrêter sur le bord d'un arbre? Il n'y a pas nécessairement lieu de dire il faut que je boive jusqu'à temps que je sois capable d'aller uriner. Il faut voir aussi que l'effort physique va amener la sécrétion de certaines hormones qui bloquent aussi en partie du moins là, l'envie d'uriner. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut venir fausser un petit peu ce signal-là si on se fie juste sur ce signal-là pour juger que notre hydratation est adéquate. Donc, de plus se baser sur, et d'un, la sensation de soif. Si on sait que, bon, les apports ou en fait les possibilités de se ravitailler en eau sont plus limitées dans la course, ben, il n'y a pas nécessairement là, de risque important ou majeur de surhydratation. Donc là, c'est vraiment de boire selon son confort. Donc, oui, de boire régulièrement, de boire vraiment pour être confortable, de ne pas avoir de troubles digestifs, mais dans ce contexte-là, je dirais que comme Québec Méga Trail, où il fait souvent très, très chaud, où on a quand même une perte qui est très, très importante, ben, je dirais que le risque de surhydratation est quand même peut-être un petit peu moins grand dans ces conditions-là. Non, c'est clair. Bon, ben, une chose de moins à démystifier. D'autres choses qu'on entend, c'est l'aspect sel pour les crampes, mais aussi, je me questionnais juste sel versus sucré dans notre choix. Est-ce que c'est seulement une question de goût personnel que des gens qui digèrent mieux le sucré ou le salé à l'effort, ou il y a vraiment des propriétés à ça dans notre choix de barre ou de gel ou de ce qu'on va prendre à chaque heure pendant une course? Ben, pour les crampes, en fait, le sel, au niveau de la littérature, il n'y a pas là, de lien qui est vraiment clair par rapport à ça. Donc, les crampes musculaires, ce qu'on voit, c'est que ce serait plus une fatigue neuromusculaire qui vient au fur et à mesure de l'épreuve. Donc, l'apport en électrolytes ou en sodium n'aura pas nécessairement d'impact. On voit des gens qui ont des crampes musculaires et qui consomment quand même beaucoup d'électrolytes. Donc, le lien entre les deux n'est pas définitif. Donc, même si c'est une des hypothèses, c'est pas clairement la seule là, cause qui amène des crampes. Ensuite, entre le sucré et le salé, ben, plus la course va être longue, plus ça va être intéressant de venir varier les apports alimentaires. Donc, d'aller autant dans du sucré que du salé, ça peut là, diminuer la redondance alimentaire. À un moment donné, ce qu'on veut, c'est favoriser l'apport aussi en calories, l'apport en glucides. Donc, si on est toujours avec des bonbons, avec des gels, avec une boisson sucrée, à un moment donné, on a un petit écœurantite du sucre, on va avoir de la nausée. Plus il fait chaud aussi, plus on va voir que c'est difficile de manger des aliments sucrés. Donc, d'aller vers des options salées, ça peut être intéressant là, dans ce contexte-là aussi. OK. Puis tu en parlais, les boissons électrolytes. Moi, j'ai l'habitude de toujours, j'ai 2 gourdes, mettons, sur ma veste d'hydratation, 500 ml. J'en ai toujours un avec Gatorade ou des boissons où je mets des petits électros comme ça, d'Exact Nutrition. Qu'est-ce que ça amène concrètement? Est-ce que c'est seulement pour le petit coup de sucré que c'est le fun d'avoir du Gatorade, ou il y a des propriétés puis ça vaut la peine de calculer ça dans notre régime d'entraînement, ou pas dans le régime d'entraînement, mais dans nos habitudes d'entraînement ou de course, de bonifier de l'eau avec des électrolytes? Donc, on va viser à peu près un 500 mg d'électrolytes par heure d'effort pour les efforts de plus longue durée. Ça peut favoriser une bonne assimilation au niveau des glucides. Les glucides, certains glucides sont absorbés en présence de sodium, donc ça peut aider à ce niveau-là. Aider aussi au niveau de l'absorption, la rétention des liquides, remplacer une partie des pertes, même si on a généralement là une perte en liquide qui est quand même plus importante par la transpiration que la perte en électrolytes, mais sur une course d'ultra, il y a quand même des pertes qui se cumulent puis qui deviennent importantes aussi en électrolytes, donc ça peut venir contrebalancer une partie. Donc, c'est soit d'avoir, oui, un supplément d'électrolytes ou d'avoir des aliments salés aussi qui viennent apporter cet apport-là en électrolytes par l'alimentation. OK, c'est intéressant. Puis, au moment où plus rien rentre, ce qui arrive quand même assez souvent dans certaines courses, puis je te le disais quand on se rencontrait, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu consulter, c'est que mes 2-3 derniers longs défis, très, très longs, c'est des nouvelles zones que j'atteignais en termes d'heures d'effort. À un moment donné, moi, il y a un point où plus rien rentre, puis je finissais en buvant du Coke. Parce que c'est liquide, tu as de la caféine, tu as du gras, tu as du sucre, de tout ce que tu as besoin pour te soutenir jusqu'à la ligne d'arrivée.
Ben, il n'y a pas de gras dans le coke, juste du sucre et de la caféine. OK, parfait. Sucre, caféine. Mais je le sais que c'est pas une bonne chose. Puis je me dis, si après 19 heures à Ricana, j'ai besoin de switcher au coke, ben là, si mes prochains défis que je vais, c'est des courses qui vont me prendre 28-30 heures, ben c'est pas vrai que je vais faire 11 heures sur le coke. Tu sais. Donc, quand il n'y a plus rien qui se passe, c'est quoi ta recommandation quand il n'y a plus rien qui rentre de solide? Ben, juste pour faire une parenthèse sur le coke, t'es pas le seul qui apprécie le coke en course, puis c'est effectivement quelque chose qui peut donner un bon coup de pouce à plusieurs, autant sur de l'ultra que ultra trail que triathlon style Ironman aussi, on le voit beaucoup là, le coke ou le Pepsi. Ça donne un petit coup de fouet, c'est concentré en sucre, c'est aussi une source de caféine. Donc, c'est pas quelque chose à éviter. Puis, c'est de peut-être le tester aussi à l'entraînement, voir si ça passe bien pour vous. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus rien du tout qui rentre? À un moment donné, ça peut être correct pour quelques kilomètres là, de juste dire, bon, ben là, il n'y a rien qui rentre, je forcerai pas plus. L'objectif, c'est pas non plus de vomir pendant la course. Donc, de juste laisser un petit peu son système digestif tranquille, d'attendre, là, puis de laisser passer. Après ça, on veut pas non plus faire 3, 4, 5 heures sans rien manger. Donc, de se laisser. Puis ça peut être correct là, si pendant 45 minutes, 1 heure, il y a vraiment rien qui rentre. Mais après ça, c'est d'essayer de recommencer à intégrer un apport en glucides. Une chose qui peut être intéressante, c'est la maltodextrine qui s'ajoute dans l'eau. Donc, c'est une source de sucre, d'un glucide qui se digère facilement et qui n'a pas de goût. Donc, ça va encore juste goûter l'eau flat, sans saveur, pas sucrée. Donc, pour les gens qui ont, justement, après 12 heures de course, une écœurantite complète du goût sucré, ben ça peut être quelque chose, si vous êtes encore capable de juste boire de l'eau, de mettre de la maltodextrine dans l'eau. Ça amène une source de glucides, ça change pas le goût de l'eau, puis ça amène quand même un apport calorique là, qui est intéressant. Donc, des fois, si il n'y a plus aucun aliment qui rentre, plus aucune boisson sucrée qui rentre. Déjà, ça peut juste nous aider à nous maintenir un petit peu. Puis après ça, tranquillement, d'essayer de recommencer à manger des choses. Là, ça peut être des fruits. Des fois, si on arrive au ravito, un fruit qui va nous hydrater en même temps, des fois, ça passe un petit peu mieux. Ou des choses salées aussi pour venir changer là, au niveau du... Ouais, moi, ce qui a marché, attends, je le cherche pour pas dire n'importe quoi. Ce qui a marché quelques fois, c'était des chew blocks. Là, tu sais, c'est comme des jujubes. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais goût de margarita avec sodium. Ou il y en a au gingembre, pour vrai. Moi, le gingembre a fait la job. Puis à un moment donné, j'ai fini une course sur le Canada Dry, c'est ça? Qui est comme au gingembre. On dirait que c'est ça qui est venu comme... Tu sais, le Coke permet de toffer vraiment longtemps. Puis moi, à Arcana, le Coke a été un coup de fouet qui m'a relancé. J'ai eu l'impression de revivre à nouveau. Mais le gingembre m'a permis, on dirait, de passer à travers ce mal de cœur-là. Mais je l'ai dit comme ça, c'est à force d'entraînement puis d'essayer. Puis le gingembre, moi, ça a marché pour moi. Est-ce qu'il y a une propriété? Est-ce que c'est dans ma tête? T'sais? Après ça, on ne sait non, pas. en fait, le gingembre est connu pour ses propriétés anti-nausées. Donc, Okay. ça peut être justement chez les gens qui ont beaucoup là, de problématiques de nausées pendant les courses, d'avoir, il y a même des pastilles là, de gingembre. Donc, il y a Gravol qui fait ça, là, c'est juste des petites pastilles qu'on veut prendre au gingembre. Donc, ça peut amener là, effectivement un effet bénéfique. J'ai d'autres clients, des fois, qui prennent du gingembre confit aussi, qui vont manger ça pendant leur course pour aider là, au niveau des symptômes de nausée. Donc, avoir ça aussi avec soi, ça peut donner un petit coup de pouce. Là. Intéressant. Puis sinon, un truc qu'on entend aussi dans la catégorie mythe à démystifier, le potassium pour les crampes, est-ce que ça aussi, c'est pas prouvé ou est-ce que, tu sais, on entend ça parler banane ou avocat ou tu sais, des aliments forts en potassium, ça pourrait aider à prévenir les crampes? Pour les crampes à l'effort, ça n'aura pas nécessairement un impact. Là. Donc, les crampes à l'effort versus les crampes au repos, c'est pas nécessairement la même physiologie. Donc, pour les crampes à l'effort, comme je disais, c'est la même chose que pour le sodium. Il n'y a pas de lien direct ni entre le sodium ni avec le potassium pour dire ben c'est vraiment une carence qui va amener la crampe là, musculaire à l'effort. Intéressant. Puis, l'après-course, là, on a fait l'effort. Il y a toujours, je le disais tantôt à la blague, on va voir qu'est-ce qui est bon dans la bière d'après-course. C'est sûrement mental plus que physique, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire plus sérieusement pour la récupération? Tu sais, je le sais que souvent on fait une course, mais on est 3 semaines après à être un peu magané.
Ça fait partie de la vie là, quand tu viens de courir autant d'heures, mais il y a des choses qu'on peut faire qui valent la peine, qui peuvent rapidement aider la récupération. Même si on n'a pas de course avant les prochains 6 mois, ça peut valoir la peine de ne pas descendre les escaliers en cow-boy pendant un mois. Mais c'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure pour la récupération, donc d'aller chercher quand même rapidement un apport en glucides, en protéines pour finalement permettre au corps de tout de suite commencer son processus de récupération parce qu'on est en carence. Là. Il faut le voir, quand on finit un ultra, on est en déficit énergétique, donc d'essayer d'amener un apport énergétique pour commencer à compenser les pertes qu'il y a eu. Généralement, des fois, c'est difficile de manger tout de suite après, ou en fait, chez certains, l'appétit est plus ou moins là, donc ça peut être de commencer par quelque chose de liquide aussi, un smoothie qui va contenir un petit peu de protéines, des fruits, une compote de fruits, pour au moins dans la première heure, après l'effort, d'avoir là, quand même un apport pour relancer le processus de récupération. Puis, ça peut être de justement avoir quelque chose de fractionné, mais à chaque heure, d'aller chercher un apport en glucides, avec une petite quantité de protéines, ça va permettre là, au corps de vraiment bien commencer sa récupération. Même s'il n'y a rien qui rentre après une course, ça vaut la peine de persister tranquillement. Puis c'est sûr que ça aide aussi, je pense, à un moment donné d'arrêter, de ne plus être en mouvement continuel quand la course est finie, mais d'essayer quand même de ne pas aller se coucher après la course avec rien dans le ventre, parce que je suppose que ça va être assez destructeur. C'est ça, l'objectif n'est pas de finir la course, puis de prendre sa douche, aller se coucher, puis là, dormir un bon 10 heures sans rien manger. Donc, avant d'aller se coucher, idéalement, il faudrait manger. C'est sûr, s'il y a vraiment rien qui rentre, on peut laisser passer quand même la première demi-heure, là, juste laisser le temps au corps de revenir un peu au repos. Le système digestif aussi, il a été soumis à un stress important pendant plusieurs heures. L'irrigation au niveau du système sanguin, mais il y a moins de sang qui va au niveau du système digestif quand on est à l'effort. Donc, essayer de retrouver aussi une circulation qui est un petit peu plus normale. Donc, de se permettre aussi d'avoir peut-être un premier temps sans rien manger, mais tranquillement, dans la première heure, d'essayer de débuter au moins avec quelque chose qui est liquide pour, après ça, progresser vers du un petit peu plus solide, puis d'y aller selon sa tolérance, selon sa capacité aussi. OK, super intéressant. Je vois le temps passer, mais j'ai quand même des questions que les gens m'avaient écrites qui sont super intéressantes. J'aurais peut-être pas la raison de toutes les poser. Puis après, les gens qui écoutent, qui ont des questions, à la fin de l'épisode, on dira où rejoindre, comment rejoindre Isabelle, puis vous pourrez avoir réponse à vos questions. Mais je t'en lance quelques-unes, puis on regarde ce qu'on peut répondre avec un temps plus restreint. On y va. Donc, Flore Bouchon demande, est-ce que les aliments avec des propriétés anti-inflammatoires sont un plus dans son alimentation d'entraînement? Donc oui, c'est quelque chose qui peut être bénéfique, qui peut être intéressant. Ce qu'on veut éviter, c'est de prendre des suppléments, par exemple des suppléments d'antioxydants qui, en mégadose, vont avoir un effet contre-productif sur les adaptations qu'on va créer à l'entraînement, mais d'avoir une alimentation qui est riche en fruits, en légumes, en sources d'oméga 3, ça, c'est certain que ça peut être bénéfique. OK. Il y a Steven Brooks, avec qui j'ai couru à Ricana pendant 21 heures, qui est de loin la personne que j'ai vu le plus manger pendant une course. Tantôt, tu parlais c'était quoi donc? C'était 10 grammes par heure. 40 à 90 grammes. Ouais, je pense que Steven est là-dedans. J'ai jamais vu ça, mais bon, on va arrêter de rire de Steven. Il y a une très bonne question. Il parlait de combien de grammes de protéines un coureur avec haut volume doit-il intégrer par jour? Il parle de la règle du pouce. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu, la règle du pouce? Je suis pas sûre de savoir c'est quoi sa règle du pouce, mais en fait, la quantité de protéines à consommer au quotidien pour vraiment combler les besoins en protéines, on parle de 1,6-1,7 grammes de protéines par kilogramme de poids. Généralement, les athlètes vont en consommer plus que ça parce que leur besoin calorique, leur besoin énergétique est plus élevé. Donc, c'est pas rare d'avoir des athlètes qui vont être à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids là, au quotidien. OK. Donc, merci Steven pour ta question. J'ai bien hâte de courir 30 heures avec Steven dans la forêt à Bromont. J'y ai promis que moi, quand il n'y a plus rien qui rentrait, j'allais donner mes collations. Faut quand même que t'en consommes un petit peu pour pas qu'il parte au fil d'arrivée, là. Exactement. Il y a Marie-Michel Gagnon qui est impliquée dans plein de courses au Québec, dont le Transvalley. Donc, qui demande un coureur qui fait une distance variant entre 100 et 75 km. Il y a besoin de quoi au ravito? Est-ce que c'est la même chose qu'on doit donner d'un ravito à l'autre ou il y a une gradation des besoins qui pourrait être
réfléchi par l'organisation. Donc, c'est très technique, très logistique, mais c'est intéressant. J'ai reçu des directeurs de course, c'est quelque chose qui est important, je pense, les ravitaux. Puis qu'est-ce qu'on offre aux coureurs, aux coureuses à chaque ravito? Ouais. Mais ce qui est le fun, des fois, peut-être un petit peu plus tard dans la course, c'est de planifier des aliments, on va dire, réconfort ou des aliments plaisir. Donc, sur des plus courtes distances, c'est moins nécessaire, mais ça va devenir quand même intéressant pour le coureur de savoir, rendu au ravito à 75 ou à 80 km, il donne, je prends par Des exemple brownies. à Cana, il y avait des brownies, ou j'ai déjà vu des petits cornets au sirop d'érable. Donc, ça peut faire une petite motivation aussi là pour l'athlète. Puis, c'est sûr que quand on est sur des distances plus longues, d'avoir des sources de protéines aussi. Donc, sur une distance de 20 km, par exemple, on n'a pas besoin de penser à ça. Mais quand on commence à penser à des distances qui vont prendre au-delà de 4 heures de course, d'intégrer des sources de protéines, parce qu'on vise peut-être là d'intégrer autour d'un 10 grammes de protéines au moins à chaque 2 heures, si on est capable un petit peu plus que ça. Donc, que ce soit des œufs à la coque, certains vont aimer des petits morceaux de fromage. Donc, ça peut être vraiment là, une tartine avec un petit peu de beurre d'arachide, un petit peu d'humus. Donc, d'avoir ces aliments-là qui sont un petit peu plus soutenants, qui sont intéressants aussi là, à offrir aux coureurs. C'est vrai. Puis c'est vrai que quand tu reçois la liste des ravitaux de ce qu'ils vont avoir comme inventaire, c'est toujours le fun de voir qu'au kilomètre 100, il va y avoir une petite surprise de plus. Tu dis, OK, il y a une raison de plus de monter la montagne puis se rendre au ravito, c'est qu'ils ont des brownies, ou peu importe ce que ce sera. Donc, j'aime que ce soit la recommandation numéro 1. Généralement, là, ce qui est un peu plus, justement, brownies ou plus sucré, là, ça interpelle puis ça donne cette motivation-là de plus de dire, ça vaut la peine de se rendre jusque-là. Une dernière question peut-être de Marie-Ève Trottier qui parle du déficit énergétique relatif dans le sport, donc le RED S chez les athlètes. Est-ce qu'on peut en parler un peu à demande? Est-ce qu'on pourrait en parler, savoir si tu as des recommandations pour ça? Le RED S, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Relative Energy Deficiency in Sport. Oui, exact. Qui est une problématique, en fait, qui va être développée par certains athlètes qui ont un apport énergétique qui est insuffisant pour soutenir tous leurs besoins. C'est-à-dire que l'apport nutritionnel, l'apport calorique ne va pas combler les besoins à la fois de l'entraînement, de la dépense énergétique qui est liée à la pratique du sport et tous les autres besoins de base du corps. C'est-à-dire que notre corps, à la base, a besoin d'énergie pour combler ses besoins pour entretenir son système immunitaire, pour produire des hormones, pour entretenir sa structure osseuse. Donc, il y a toutes sortes de fonctions pour lesquelles le corps a un besoin important en calories. Et si mon apport énergétique est plus bas parce que j'essaie de perdre du poids ou parce que, j'ai peut-être moins d'habileté culinaire, je cuisine moins ou je manque de temps par rapport à mon travail. Donc, c'est pas nécessairement juste dans un contexte de perte de poids. Si mon apport calorique est insuffisant, et que mon entraînement est très élevé, mais il y a une grosse portion de mes calories qui vont aller dans la dépense énergétique qui est liée à ma pratique sportive, si bien qu'il en reste beaucoup moins pour combler tous les autres besoins. Donc, on se retrouve en déficit énergétique parce qu'on n'arrive pas là, à combler ces besoins-là. Généralement, on va parler d'un apport en calories qui est inférieur à 30 calories par kilogramme de masse maigre. Donc, la masse maigre, c'est notre poids moins notre tissu adipeux. Donc là, c'est pas tout le monde qui est capable de calculer ça. Notre balance à la maison, généralement, ne nous donne pas cette information-là. Mais donc, la masse maigre, c'est toute notre masse musculaire, l'eau corporelle, le tissu osseux aussi. Et donc, on exprime un apport calorique par rapport à notre poids dans le tissu maigre. Et si mon apport calorique est trop bas, là, je vais avoir des complications. C'est des athlètes qui peuvent se retrouver plus à risque de fractures de stress ou de blessures, notamment. Donc, c'est souvent comme ça aussi qu'on va voir là, qu'il y a une problématique. Des athlètes qui, à répétition, vont avoir des fractures de stress. Il y a peut-être un lien à faire avec l'alimentation. Chez les femmes, on va voir de l'aménorrhée, donc une absence ou une irrégularité dans les menstruations. Et il faut voir que chez l'homme, il y a aussi des problèmes. Donc, on va voir une diminution des taux de testostérone. Donc, chez la femme, c'est juste plus tangible, plus facile à objectiver. Mais chez l'homme aussi, il y a des conséquences là au niveau hormonal. On va avoir des problèmes au niveau de l'humeur. Donc, généralement, ça va être des gens qui vont devenir plus irritables. Donc, quand la charge d'entraînement augmente, des fois,
On va voir là, il va y avoir de l'insomnie aussi qui va s'installer, problèmes de sommeil. Donc, c'est toutes des complications qui peuvent être liées, des troubles digestifs aussi. Si vous avez beaucoup de problématiques avec le système digestif, puis que ça va en empirant à mesure que le volume d'entraînement augmente, des fois, ça peut aussi être une des conséquences du RED. Donc, c'est quelque chose qui est multifactoriel, qui va avoir beaucoup d'atteintes sur plusieurs sphères de la santé et qui, à long terme, ne sera pas nécessairement bénéfique pour la performance. Donc, l'objectif est de faire finalement évaluer ou de s'assurer d'avoir un apport calorique qui comble à la fois les besoins liés à la pratique sportive, mais aussi tous nos autres besoins de base. Donc, le fait de viser, puis des fois, c'est en visant une perte de poids qu'on est peut-être un petit peu trop restrictif. Donc, le fait de viser une perte de poids progressive lorsque c'est notre objectif, ça va nous aider aussi à éviter là, de tomber dans cette problématique-là. Oui, c'est intéressant. Puis je pense que c'est le même pour plein de cas de santé possibles qui, des fois, c'est sournois. Tu augmentes le volume d'entraînement, tu augmentes l'intensité, puis tu te sens plus fatigué, donc tu te dis, ah ben, c'est le volume d'entraînement, mais des fois, il y a plus que ça. Puis je pense que c'est bon pour n'importe qui nous écoute de faire un check-up, des fois, pas obligé d'être suivi par un nutritionniste ou un physio ou un kiné ou peu importe, à temps plein tous les jours, toutes les semaines. Mais des fois, de faire un petit check, une petite prise de sang une fois de temps en temps, quand on augmente quelqu'un qui commence, qui a fait du marathon, puis là, il se lance dans des 100 miles, ben, des fois, à mesure de cette augmentation-là, ça vaut la peine de se faire checker, même s'il n'y a pas de blessure, même s'il n'y a pas de problème apparent, parce que on fait subir quelque chose d'assez intense et brutal à notre corps en faisant ça. Fait que faut pas que ça crée un problème. On fait ça pour être en santé au final, là. Exactement. Donc, des fois, c'est juste d'avoir une évaluation nutritionnelle, de faire un petit peu comme tu disais, tu as fait là, avec le journal alimentaire, l'application, de remplir quelques jours, faire évaluer ça. Ça implique pas nécessairement d'avoir une série de suivis ou de consultations, mais au moins, on est fixé. Est-ce que je suis correct? Puis, de quelle façon je dois peut-être moduler mon apport en fonction de ma charge d'entraînement. Parce que ce que je fais bien quand j'ai un volume modéré, ben, si je garde exactement les mêmes habitudes, mais que je double mon volume, ben, c'est plus bien finalement, c'est pas assez. Puis il faut aller optimiser ou augmenter l'apport pour vraiment s'harmoniser avec l'augmentation du volume. Ah oui, c'est clair. Ben, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Je pense que j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions, mais merci à Camille, à Michel Grenon, Stéphane Bon. J'ai eu plein de bonnes questions, puis j'espère que vous avez eu réponse à travers soit la section questions du public ou juste à travers, j'ai réussi à les intégrer à ce que je pensais déjà te poser. Mais merci aux gens qui ont posé des questions. Puis à la fin de l'épisode, on dira où les gens peuvent te rejoindre. Mais avant de passer aux populaires questions NAC, les questions éclairs avec lesquelles je termine tout le temps mes entrevues. Je veux savoir, toi, Isabelle, qu'est-ce qui s'en vient pour toi côté sportif? On a parlé de nutrition, puis c'était super intéressant, mais je veux revenir à toi. Tu en as parlé, tu as un parcours de coureuse très diversifié, puis tu as dit que tu t'étais mis à la raquette. C'est quoi tes prochains objectifs, tes prochains défis que tu veux te lancer? Ben là, c'est sûr qu'on commence une année un petit peu particulière, donc ça va être aussi de voir qu'est-ce qui va avoir lieu et ne pas avoir lieu cette année. Mais c'est certain que cet hiver, je vais refaire de la raquette là, juste pour le fun les fins de semaine. Donc, ça, c'est quelque chose que je garde. Sinon, mon objectif 2020 que j'ai pas pu faire en compétition, je voulais vraiment briser le 18 minutes sur 5 kilomètres. Donc, il y a ça qui reste un petit peu. Avant de dire, je passe sur du plus long. Je veux faire ça sur du plus court aussi. Donc, ça, je suis à 18,4, là. Ça fait 3 fois que je fais 18,4. Fait qu'il me tanne un peu, là. Il y a ça que je voudrais briser. Sinon, aller plus sur 10. Peut-être trail à voir, là, s'il y a des événements cet été. Mais ça va vraiment dépendre des calendriers de courses qui vont être disponibles. Intéressant. 18 minutes sur 5 km, c'est très rapide. Le temps que j'ai encore cette vitesse-là, je vais essayer d'optimiser le plus possible. Ben oui, je te le souhaite pour 2021. On souhaite des événements, puis on souhaite un événement pour que tu puisses aller remplir cet objectif-là, puis là, tu te mettes à être dans notre gang de trail, là. Oui, c'est ça. Un coup que ça va être check sur la liste, je vais pouvoir me joindre à votre gang. Exact. Fait que moi, pour terminer les entrevues, j'ai toujours mes questions éclairs présentées par NAC. C'est 10 questions toutes simples avec 2 éléments à choisir. Puis le but, c'est de répondre le plus rapidement possible. Je sors mon chrono. Tu me dis quand tu es prête. Tu vas voir, ça pitch un peu partout. Puis, attends, c'est pas le chrono, ça, c'est la calculatrice. Voilà, j'ai le chrono.
Donc, Parfait. tu me dis quand tu es prête, puis on se lance. Je rappelle que le FKT overall est féminin, à passer à Anne Champagne. Donc, elle n'est pas juste performante sur les trails en compétition internationale, elle est performante en courte distance de courtes questions au balado. Donc, c'est quoi le temps à battre? 24 secondes. Oh, pour 10 questions? C'est rapide. OK, je suis prête. Good. Donc, route ou trail? Route. Déjeuner ou souper? Déjeuner. Intervalle ou longue sortie? Intervalle. Sucré ou salé? Sucré. Question NAC, protéines de grillon ou protéines végétales? Végétal. 5 km ou 10? 5. Poutine ou pizza? Pizza. Monter ou descendre la montagne? Monter. Sucre ou casquette? Sucre. Cuisiner ou faire à manger? Cuisiner. 22 secondes. Et voilà, on a un nouveau FKT. Félicitations, c'est très rapide. C'est 22 secondes. Là. Ça devrait durer longtemps. J'ai l'impression que ton nom va popper plusieurs fois parce que moi, je répète à chaque épisode qui possède le FKT. Mais là, je le dis, je lance l'invitation à mes invités masculins. On vous fait torcher par les invités féminines parce que le FKT, depuis l'épisode 5 avec Marie-Ève Pellan, que tu connais bien de chez PCN, oui, que le oui, FKT au scratch est du côté des femmes. Donc, très impressionnant. Puis, félicitations. 22 secondes, on va s'en rappeler. Ça va être là longtemps d'après moi. Parfait, c'est bon, record à battre. Exactement. Ben, en tout cas, un gros merci à Isabelle. C'était vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup d'infos. Je le répète, j'espère que les gens vont ressortir un calepin puis des notes parce que il y a beaucoup là-dedans. Puis au pire, revenez à l'épisode, retournez puis prenez-vous des notes. Mais si les gens ont des questions, s'ils veulent faire affaire avec toi, parce que je le dis, puis je le dis du fond du cœur parce que vraiment, ça a été des rencontres super intéressantes chaque fois qu'on s'est parlé, chaque fois que j'ai eu des consultations. Ça m'a beaucoup amené de réponses à des questions que je ne savais pas que j'avais. Donc, où les gens peuvent te trouver ou te poker? Oui, sur Internet, isabellemorinnutrition.com ou sinon ma page Facebook aussi, Isabelle Morin, nutritionniste. Vous allez me trouver facilement. Sinon, les gens peuvent m'écrire. Là, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc, autant sur mon site web que sur ma page Facebook. Sinon, mon adresse courriel, c'est nutrition.morin@gmail.com. Donc, juste un petit courriel. Puis, présentement, je fais toutes mes rencontres par Zoom pour une durée indéterminée. Donc, peu importe où les gens sont aussi, ça facilite là, le fait de rencontrer des gens qui sont à l'extérieur de Québec. Donc, juste à m'écrire, puis on planifie une rencontre pour regarder vos objectifs. Excellent. Puis moi, pour terminer, je remercie comme d'habitude Fred Desroches au thème musical. Je remercie David Hébert pour le design graphique. Puis David Hébert est papa depuis quelques heures, en fait, en ce moment, au moment où on enregistre. Donc, félicitations, David, pour ta belle petite Simone. Puis je remercie toute la gang de NAC aussi qui présente mes épisodes depuis l'épisode 12. Donc, ils sont fidèles. Puis c'est vraiment un beau partenariat que j'ai avec eux. Donc, je les remercie. Puis je remercie tout le monde qui nous écoute. Semaine après semaine, mois après mois maintenant, vous êtes fidèles au poste, puis c'est toujours impressionnant de voir les premiers jours à quel point il y a beaucoup de gens. Souvent, je le mets en ligne, puis ça prend quelques heures avant que je fasse des publications, puis je m'assure qu'il est en ligne sur toutes les plateformes, puis j'ai pas encore fait un tweet ou un message Facebook pour dire que c'est en ligne, puis j'ai 100 personnes qui l'ont écouté, fait qu'il y a des gens qui sont fidèles au poste, puis je les remercie tous ceux qui partagent les publications, qui m'envoient des messages, qui m'envoient des questions, du feedback, autant positif que constructif. Moi, le but, c'est juste de faire le meilleur balado possible, puis je le fais pour vous. Donc, merci de m'écrire, de me suivre, puis continuez de me proposer des invités. Je rappelle que quand j'ai lancé, il y a quelques mois, « Hey, je veux faire un épisode avec un nutritionniste, qui je devrais inviter? » Ton nom est ressorti le plus souvent. Donc, je te lance ces fleurs-là. Les gens sont au rendez-vous. Les gens savent que tu es vraiment une partenaire de confiance pour nos projets de fou, nos projets d'endurance ou nos courses, peu importe la distance. Mais merci. Puis merci aussi à toi pour l'invitation. Je trouve que c'est super ce que tu fais avec ton balado. Super agréable d'avoir pu jaser avec toi de nutrition. Puis on se reprend. Ça va me faire plaisir aussi. C'est certain. Donc, merci à toi. Merci tout le monde. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.